Bonjour à tous et bienvenue dans Pod Culture, un podcast où l'on parle de pop culture. Moi, c'est Benji et je suis accompagné de Flo, Salut. de Mathieu Salut tout le monde. et de Clément. Coucou les copains. Et oui, on est de retour dans un deuxième épisode des œuvres de l'année 2019, car dans le premier, et on vous invite à le découvrir, on a parlé de nos jeux 2019, et dans cet épisode, on va parler des œuvres qui ont fait notre année 2019. Alors ça va aller du livre au film, aux séries et peut-être autres, et on va commencer avec Clément. Oui, parce que en fait là je suis un peu un îlot au niveau du livre. Je crois qu'on va pas trop parler de ça aujourd'hui, mais je vais quand même vous parler d'un petit manga. C'est important, c'est la première fois dans Pod Culture, il faut qu'on en fasse un événement. Parce que moi je lis pas 1 million de mangas, néanmoins j'ai toujours une bonne douzaine de séries en cours que je suis. Certains vont dire quoi, seulement une douzaine? Oui, seulement une douzaine parce que je les achète en fait. Du coup, si j'en suis plus, ça fait tout de suite un trou dans le budget. Ceci dit, avec le cycle traditionnel des séries qui commencent et qui se terminent, j'ai quand même l'opportunité de découvrir un certain nombre de mangas lors de leur sortie en France. Et cette année, il y en a eu une qui en fait, dès qu'elle a été annoncée, a attiré mon attention. Et dès que je l'ai commencé, elle m'a emporté. Cette série, c'est Beastars. Qu'est-ce que c'est Beastars? Alors, on va... toujours, comme à mon habitude, j'ai des trucs qui sont compliqués à décrire. Mais en l'occurrence, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que c'est riche. Alors, le premier truc qui va vous sauter aux yeux avec cette série, c'est que ce sont des animaux anthropomorphes. C'est une œuvre où le monde est peuplé d'animaux, en fait. Et donc des animaux humanisés qui vont se comporter comme des humains. Mais ce sont quand même des animaux, c'est-à-dire que on est dans un monde où la division entre carnivores et herbivores est clairement présente, et malgré le fait que toutes ces espèces vivent ensemble, et bon, bien qu'il soit interdit de dévorer d'autres animaux évidemment, on remarque très vite qu'il y a une césure entre herbivores et carnivores. Les herbivores, ils vivent toujours dans la peur de se faire croquer malgré tout, quoi. Puis les carnivores, ils ont une espèce de domination physique et puis philosophique sur les herbis. Mais ça, c'est un détail. De quoi ça parle Beastars? Alors, le rideau s'ouvre sur une affaire de meurtre. Cool, hein. Ça se passe dans un lycée, l'Institut Sheraton. En fait, c'est un des lycées les plus importants du pays. C'est le genre d'établissement dont sortent des Beastars. Donc, et les Beastars, c'est une espèce de Person of the Year en devenir. C'est de jeunes animaux vraiment aux capacités exceptionnelles qui sont appelés à réaliser de grandes choses une fois qu'ils sont dans la société après leur diplôme. Donc on parle de meurtre, mais bizarrement ce meurtre il va très très vite passer au second plan, alors qu'on va commencer à suivre le personnage principal de l'histoire qui est Legoshi, qui est un loup, et en fait on va le suivre dans ses tribulations scolaires, et ce sera l'occasion de rencontrer beaucoup d'espèces différentes, beaucoup de règles différentes, et puis surtout d'être confronté à beaucoup d'instincts au pluriel de la part de tous ces animaux-là. Parce que très vite, l'histoire, elle va partir un peu en sucette. Il y a des histoires d'amour qui vont naître, il y a des ambitions qui vont être révélées. On va aller dans plusieurs endroits, dont certains pas trop recommandables, et puis il y a de grosses décisions qui sont prises et des choix qui sont faits par les personnages principaux. Vous avez un peu compris qu'il n'y a pas trop de fil directeur en théorie, et pourtant, c'est une histoire qui marche formidablement bien, c'est-à-dire que c'est un peu comme ce dont j'ai parlé dans le précédent épisode, c'est quelque chose qui m'a aspiré, et en fait la série est très très rafraîchissante sur beaucoup de points. D'abord l'histoire donc qui est vraiment pas conventionnelle, qui nous emmène toujours dans des coins assez inattendus. Moi j'ai pas du tout pu prévoir à quelle sauce on allait me manger et qu'est-ce qui allait se passer et comment allaient réagir les personnages. Là ce qui est très intéressant c'est qu'on part d'un lycée mais on élargit très très vite le monde, et on arrive beaucoup plus dans la société des animaux au sens large, et c'est en cela que l'œuvre est un petit peu aussi une critique sociétale, et c'est un aspect qui me fait beaucoup plaisir. Graphiquement ensuite, parce que l'œuvre est dessinée par une femme et écrite par une femme, et je trouve que ça change beaucoup de choses dans la manière dont le manga est dessiné et découpé surtout. C'est vraiment visuellement très, très spécial. Il y a un graphisme très particulier et puis un rythme très particulier aussi qui fait que ça ressort par rapport aux séries shonen auxquelles on a l'habitude. Et puis c'est aussi une histoire un peu psychologique. Il y a beaucoup d'introversion, on laisse beaucoup de part à la psychologie des personnages.
Et étant donné que c'est des personnages qui sont mis en contradiction avec eux-mêmes la plupart du temps, par exemple un carnivore qui doit vivre avec des herbivores sans les manger, ou un herbivore qui doit vivre avec les carnivores alors qu'il en a peur, ça crée quelque chose, vraiment une dimension d'introversion qui donne pas mal de profondeur aux événements aussi, parce qu'on comprend mieux les motivations de chacun et ce qu'ils sont amenés à faire. En gros, toute cette année, j'ai jamais autant attendu une sortie que celle des tomes de Beastars. J'étais vraiment avide de savoir comment ça allait évoluer et comment l'histoire allait vraiment prendre forme. Et ouais, c'est un ovni vraiment, mais je peux que vous inciter à découvrir ça parce que il y a un ton dans cette série qui est vraiment à part. Et moi, bon, c'est ça que je recherche et vraiment, ça m'a touché, quoi. Et je continue encore là à être très impatient de découvrir la suite, quoi. Je sais pas si je vous ai bien vendu le truc, mais En fait, tel que tu en as parlé, pardon, ouais. Ça m'a fait penser à un film que l'on a vu ensemble au Bon. cinéma, et ça me fait penser à Zootopie. Ah, au cinéma. Ah ouais, Zootopie. Il y a ce côté, oui, anthropomorphisme. Mais Et la lutte des classes il y vis-à-vis a des un volet herbivores. sociétal aussi. Bon, c'est une ambiance moins naïve, si tu veux. Oui, évidemment. Si tu veux, c'est très étrange à dire, mais Beastars, c'est une série fantastique, dans le sens où voilà, c'est pas du tout réel, mais c'est quand même très ancré dans le réel. C'est-à-dire, les personnages, ils sont très humains, en fait. Ouais. Et donc, humain, parfois, ça veut dire cruel, ça veut dire insensible, ça veut dire égoïste. Et ça, c'est très intéressant. C'est l'intérêt même du fantastique, hein, de réussir à parler des problèmes humains et réalistes. Non, là, on est plus dans un délire à la ferme des animaux, tu vois. C'est vraiment D'accord, ouais. créer une société animale, mais qui en fait est le miroir de notre société humaine. Tu vois, Ouais, je c'est crois ça. que quelqu'un m'en a parlé et tout autant en bien que toi. Donc c'est vrai que ça donne C'est envie vraiment de assez découvrir. extraordinaire. Et je rejoins votre avis. C'est vrai qu'en général, les œuvres où on utilise des animaux anthropomorphiques, c'est celles-là qui vont le plus être satiriques vis-à-vis de la société des hommes. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi d'en parler. D'habitude, c'est Jordi, notre expert manga animé, il aurait pu rebondir dessus, mais ainsi va la vie, aujourd'hui, il n'est pas là. Mais vous avez compris que dans l'idée, pour moi, c'est mon manga de l'année. Bah, ça tombe bien, parce que j'ai acheté le premier épisode. Enfin, le premier épisode. Oula, j'ai acheté le premier manga. Il y a déjà le une premier adaptation tome. Netflix ? Ouais, il y a un animé qui est sorti là en milieu d'année, je crois. Ouais, même un peu après. C'est pas sorti en septembre. Possible, ouais. Et donc, qui va arriver sur Netflix chez nous. Ah, donc en plus, c'est En vrai, France. bon bah, chouette. Donc à découvrir, sachant que le graphisme, encore une fois, est tellement particulier que je sais pas trop comment ça a pu être rendu en animé. C'est vraiment, De ce que j'ai vu, il y a un mélange de 2D et de 3D, si je dis pas de conneries. Ok, bon. Je sais pas. qui est pas mal. Bon, bah, à défaut Ok. de Bon, si ça peut forcément vous lire le mettre un manga, pied on dedans, pourra- très Ouais. bien. C'est parfait. Bah écoute, on va enchaîner avec Mathieu. Oui. On parle de Netflix, ça tombe bien, Mathieu. Ouais, voilà, parce que du coup, bon, moi, ça a été de la dernière minute, mais je vais parler d'El Camino. Parce que, donc, El Camino, c'est le film, en fait, qui est la suite de Breaking Bad, la série de Vince Gilligan, qui est sorti, donc le film est sorti en octobre, par surprise. Il a été annoncé totalement par surprise en août cette année, et même s'il y avait beaucoup de rumeurs au fil des années. Et donc, Breaking Bad, personnellement, c'est une série que j'avais adorée. Je l'avais un peu découverte après tout le monde. Je crois que quand je l'ai regardée, moi, toutes les saisons étaient déjà sorties. Donc, ce qui m'a permis d'enchaîner, en fait, j'ai vraiment enchaîné les 5 saisons parce que j'étais à fond dans l'histoire. Pareil Je dirais pour pas moi. ouais, non, mais cette série, je dirais pas que c'est une de mes séries préférées. Et je l'ai adorée, mais c'est pas une de mes séries préférées. Mais en termes d'intensité, c'est une de celles qui m'a le plus marqué parce Ouais, que vraiment, je suis d'accord. c'est crescendo en fait de la saison 1 à la saison 5 et ça se remarque encore plus quand on regarde le tout sans interruption. C'est une série qui va crescendo, qui a toujours quelque chose à dire. Et Tu sens le personnage qui est de plus en plus borderline. c'est ça. On sent que vraiment le personnage a de plus en plus de mal. Il va toujours plus loin et ça se retourne toujours plus contre lui. Et donc vraiment, c'est une série qui m'a marqué sur ce point-là. Pardon. Et du coup, le film m'intriguait parce que malgré tout, Breaking Bad a eu une super fin. Voilà, c'est une série qui a eu sa fin.
Alors, il y a une partie de l'histoire qui s'est terminée, je vais pas spoiler, mais qui s'est terminée, voilà, c'est clair, c'est terminé. Mais il restait que la série se terminait en fait sur Jesse Pinkman, dont lui, on ne connaissait pas vraiment le sort en fait. C'était une fin en soi qui fonctionnait parfaitement, mais c'est vrai il y avait moyen de continuer si on le voulait, même si c'était pas forcément nécessaire. Du coup, quand le film a été annoncé, j'étais intrigué parce que pour moi, en fait, j'attendais pas de film. La série, vraiment, comme elle se terminait, moi, ça me convenait parfaitement. C'était une fin, certes un peu ouverte, mais qui était quand même assez claire en soi, En qui fait, c'est fonctionnait une des seules parfaitement. séries dont la fin met tout le monde d'accord. C'est Ouais, ça, c'est je suis vraiment d'accord. la fin a convaincu tout le monde, même si certains voulaient un film parce que bah, ils voulaient un peu plus de Breaking Bad en fait, tout simplement. Et donc du coup, quand j'ai commencé le film, je savais pas trop où je mettais les pieds parce que je me suis pas vraiment renseigné dessus. Et le fait est que bah, j'ai plutôt bien apprécié le film qui dure 2 heures du coup et qui est centré sur le personnage de Jesse. Mais malgré tout, ça reste quand même finalement un film assez dispensable parce que il ne sert pas à rien parce qu'il continue d'approfondir le personnage de Jesse, mais par rapport à la série, en fait, il apporte rien de véritablement neuf. Voilà. Mais je pense que c'est un film à voir pour tous les fans de Breaking Bad parce que vraiment, si on a aimé l'univers de la série, on aimera forcément l'univers du film qui est peut-être un peu moins grave que la dernière saison, où la dernière saison c'était vraiment, pouvait parfois être assez difficile à regarder, mais il y a quand même vraiment, et puis la performance, surtout pour la performance d'Aaron Paul, quoi, c'est vraiment cet acteur, moi je le trouve incroyable. De- Il est de- excellent. et puis justement, comme dans le film, on revoit des passages où il est censé être, parce que ça explore un peu son histoire, on revoit des passages où il était comme il était au début de la série, et on voit que, donc des passages qui ont été retournés pour l'occasion, et on voit la manière dont il arrive à faire d'un côté le Jesse de la fin de la série qui est devenu ultra mature, ultra sérieux, qui vraiment a gagné en Assez maturité, triste aussi. assez Qu'est-ce triste qu'il a pris aussi. dans la tête aussi? Ouais, c'est Voilà, clair. C'est surtout ça. on sent qu'il a son vécu et que ça l'a profondément changé. Et quand on voit les flashbacks où il était encore au lycée et qu'on voit la manière dont il arrive à jouer le gosse que t'as envie de lui foutre des claques en fait, et qui est complètement stupide, c'est vraiment, il a une palette de jeux qui est incroyable et ça ressort vraiment dans ce film. Et je pense que c'est ça qui fait que même si c'est pas un film vraiment indispensable par rapport à la série, ça reste quand même un bon film et moi j'ai vraiment apprécié les 2 heures, je me suis pas du tout ennuyé. D'accord, Voilà. bah comme quoi. Je sais pas Parce ce que que vous en pensez. Bah c'est cool si ça peut être comment dire, une bonne une petite conclusion, extension de Breaking Bad. c'est ça. C'est ça, voilà, Voilà, c'est faut pas surtout le pour prendre les pour fans. plus que ce que c'est, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un petit, comme je l'ai dit sur Twitter quand j'en ai parlé, en fait, pour moi, c'est un peu le One More Thing, en fait, tu vois. C'est ceux qui veulent aller replonger 2 petites heures dans l'univers de Breaking Bad, bah, le film, il est vraiment fait pour eux. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le film est dispensable, parce que je serais même pas... Enfin si, je me rappelle bien de quoi ça parle, mais je saurais même pas en faire un résumé ou dire ce qui se passe. Pour le coup, moi, parfois, je me suis vraiment ennuyée, hein. Ah ouais? Ouais. Ouais. Après, d'un côté, ça peut se comprendre aussi. En fait, ça dépendra vraiment de chacun, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que dans le fond, bah, ça serait difficile de le résumer sans spoiler, en fait, parce que vraiment tout le film se passe Après, sur un laps de temps assez court. je pense que c'est indiscutable que c'est vraiment pour les fans assez hardcore de Breaking Bad. Alors déjà, si t'as pas vu la série, bah... Bon, le film est assez indépendant, mais bon, Oui, en fait, t'as pas les... tu peux comprendre le film de manière indépendante, mais c'est mieux d'avoir vu la série Mais parce que t'as pas les enjeux émotionnels et tout ça, et c'est puis... ça. Puis si t'aimais bien Breaking Bad comme moi, sans pour autant que ce soit ta série phare et tout ça, ouais, c'est vrai que j'ai trouvé le film d'autant moins intéressant. Après, je vais pas dire qu'il est mauvais ou que vous avez tort de l'aimer, hein, loin de là. C'est tout l'intérêt des œuvres de l'année pour nous, hein. C'est pour pouvoir partager chacun tel que l'on a vu le cinéma et autres pour cette année 2019. Bon, alors après, je tiens quand même à préciser pour ceux qui nous écoutent que moi de base, je suis pas un grand cinéphile. Autant je regarde énormément de séries, autant les films, c'est pas du tout le cas. Donc j'ai choisi El Camino parce que je l'ai regardé justement hier soir et j'avais envie d'en parler. Mais concrètement, pour être tout à fait honnête, cette année, j'ai regardé 2 films.
Voilà. Dont un qui date de 1999. Donc, Ah bon, en fait, c'est un donc, choix par défaut. voilà, après j'aurais pu ne pas en parler, mais vraiment, vu que je l'ai regardé hier soir et que Et je que ça sais t'a pas, plu. ça m'a plu, je me suis dit, tiens, allez, je vais en parler. Mais oui, moi de base, je suis pas un grand cinéphile, donc voilà, je dirais pas que c'est mon film de l'année, parce que dire un film de l'année alors qu'on a vu qu'un film qui est sorti sur l'année, c'est un peu. Bah, d'un Voilà. côté, c'est ton film de l'année, hein. Oui, Ouais, non, bah, c'est ça. là, littéralement, ça peut être que mon film de l'année, hein. Voilà, sachant que l'autre que j'ai vu, c'est le projet Blair Witch qui est sorti en 99 et que lui, par contre, je l'ai détesté, le choix est encore plus vite fait, quoi. Oh, t'inquiète pas, on a 2-3 trucs en magasin pour la section film. C'est ça, pour te donner envie d'aller voir des nouvelles choses. Après, il y a ça deux quand même que vraiment j'aurais voulu le voir, mais j'ai pas pu y aller quand il était au ciné. Et ça, par contre, je suis dégoûté. La partie 2 de ça. D'ailleurs, tu l'as vu, toi, Flo, non, je crois? Tout à fait. Et ma foi, c'était tout à fait correct. C'est dans la lignée du 1. C'est peut-être pas le chef-d'œuvre que j'attendais parce que je suis très fan des livres, mais je pense que tu devrais pas être déçu. Ouais, il faudra que je le rattrape. Ça, par contre, je pense que si j'avais pu aller le voir quand il était au ciné, je pense que j'aurais parlé de ce film. Parce que T'as la partie 1 toujours m'avait cette beaucoup plu. beauté du macabre, quoi. Mais bon, voilà, ne dévions pas du sujet. Donc voilà, moi, El Camino, c'est tout ce que je voulais dire. Donc si vous avez aimé Breaking Bad et que vous aviez un peu peur pour le film, bah, vous pouvez y aller sans crainte. Faut juste pas s'attendre à se dire que le film va apporter énormément à la série parce que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un projet, ça se sent, qui a été pensé pour les 10 ans d'anniversaire de la série, qui a été tourné en secret, qui a été fait uniquement pour les fans, pour ceux qui avaient envie de prolonger un peu l'expérience. C'est les adieux à Breaking Bad. C'est Et on a ça. eu d'autres adieux cinématographiques cette année, et puis j'y reviendrai plus tard grâce à Benji. Ça marche. Bah écoutez, on va rester encore une fois sur Netflix, même Ah bah si oui, la série de base n'est pas de Netflix, mais elle a été rachetée par. tout à Et fait. j'invite Flo à continuer sur cette lancée. Donc moi, je vais vous parler d'une série dont je voulais pas entendre parler, parce que moi, j'ai l'esprit de contradiction, et puis Comment? je suis butée en fait, en plus. Et Donc, on est deux. On est deux. Mais ça va donc pas voilà, la tête. donc il y a ta famille qui dit regarde ça, ensuite tes amis, même les élèves ils s'y sont mis sérieux. Et moi, je suis trop une rebelle, alors je voulais pas. Ouais, Et l'effet Game of Thrones, un peu. Exactement, c'est exactement ça. cela dit, pour ma défense, j'avais quand même essayé de regarder le pilote, et puis bon, voilà, je crois que j'étais pas de bonne humeur ce jour-là, ça m'avait laissé de marbre. Quoi? Et puis voilà que la 3e partie de cette série sort en juillet de cette année, et là je décide de lui redonner une chance. Et paf, c'est un coup de cœur, et comme quoi il y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis. Hein. Et je crois que vous avez bien compris, avec tous ces indices, qu'on va parler de la Casa de Papel. La Casa de Papel, c'est une série espagnole. Comme l'a dit Benji, c'est sorti d'abord sur Antena 3. Et il faut savoir que Netflix, elle a quand même redécoupé la série. Hein. On a 3 parties au lieu de 2. Ce qui, à mon avis, j'ai pas vu l'original, mais à mon avis, ça donne peut-être un peu plus de dynamisme. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est une tendance parce que, bon, excusez-moi pour la référence, hein, mais ils avaient fait à l'époque à la télé Un, Dos, Tres, c'était exactement pareil. Le découpage en France des épisodes n'était pas du tout le même. Tu parles en général ou tu parlais d'une série en particulier? Ouais, Un, Dos, Tres, Ah, Un, par Dos, exemple. Tres, ouais, j'avais pas entendu, hein, d'accord. Ouais, Un, Dos, Tres, parce qu'en fait, en Espagne, il me semble que les épisodes sont beaucoup plus longs. C'est la durée d'un film en général. Et nous, vu qu'en France, par exemple, les séries, c'est plutôt au format 40 minutes. En général, D'accord. quand on prend les trucs espagnols et qu'on les amène en France, on a tendance à refaire le découpage. Alors après, je dis ça parce que je sais que c'est le cas avec Un, Dos, Tres, mais je sais pas si c'est ça avec toutes les séries espagnoles. Bah Mais du coup, Bah, c'est à creuser, quoi, c'est intéressant. ouais. Là, en l'occurrence, la Casa de Papel, c'est déjà un format 1 heure, donc c'est classique, quoi. Après, ouais, il faut aussi dire que les séries ont évolué depuis Un, Dos, Tres, où avant, effectivement, un épisode c'était 40 minutes et point barre. Maintenant, il y a des épisodes de séries qui flirtent avec les 1h30. Et je Et ça trouve qu'on pose va de plus plus en problème. plus vers des mini-séries, en fait. Oui, 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 totalement. voilà, c'est pour ça en fait, les épisodes sont plus longs, mais les saisons sont moins longues. C'est ça. On est plus dans un format typiquement anglais, finalement. Ouais, c'est ça. En tout cas, ce rachat par Netflix, je pense que ça a largement contribué au succès international de la Casa de Papel. Et pour moi, c'est vraiment
ça m'a fait penser à Reservoir Dogs de Tarantino. Alors, bon, Dans déjà, le volet il y huis a clos, c'est sûr. il y a un point commun D'accord. évident, c'est une équipe de braqueurs. Au lieu d'avoir des noms de couleurs, ils ont des noms de villes. Et effectivement, il y a cette ambiance de huis clos sur laquelle je reviendrai plus tard. Je vais pas raconter l'histoire, déjà ça spoilerait, et puis bon, je pense que tout le monde la connaît un peu, hein, c'est des braqueurs qui vont s'attaquer à la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, grâce au plan génial et machiavélique d'un homme surnommé le professeur. Alors ces braqueurs, s'ils sont devenus iconiques tant dans la série que dans la vraie vie finalement, c'est parce qu'ils ont une drôle d'allure, hein, ils ont une combinaison rouge, ils ont un masque de Dali, mais surtout la série elle a quand même une petite portée politique sur laquelle je vais pas m'étendre, mais qui est intéressante à regarder. Et moi ma grosse crainte c'était que l'histoire soit très classique, et en fait non, pas du tout. On va vraiment d'étonnement en étonnement. J'ai trouvé le plan du professeur beaucoup plus surprenant et abouti que ce que j'aurais pu imaginer. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a cette ambiance de huis clos que j'adore. Alors moi j'adore les huis clos. Effectivement ça m'a fait penser à Reservoir Dogs, mais même en général je trouve que les huis clos c'est hyper propice à instaurer une ambiance, à donner de la profondeur aux relations entre les personnages. Tout à fait. Et d'ailleurs il y a des relations vraiment très osées, y compris pour des personnages qui sont en dehors de la fabrique de papier. Je pense au professeur et puis à Raquel. Évidemment. Mais bon, là, une fois encore, oui, je peux pas approfondir, je vous laisse juger par vous-même. Raquel. Bien Avec sûr, le bel gros accent. point fort de la série, c'est les personnages et le casting qui sont 4 étoiles. Je les connaissais pas parce que, bon, je regarde pas trop de trucs espagnols et puis ils sont peut-être pas forcément connus. Mais je trouve ça remarquable. Et puis aussi la musique, que ce soit du côté instrumental ou du côté des chansons reprises, la musique est phénoménale. Je vais pas vous faire l'affront de chanter Bella Ciao. C'est ça, hein, on l'a tous pris dans la tête ces dernières Voilà. années. Un nombre Je vais pas la incalculable de comparer fois. à délivrer C'est sûr. libéré non plus, mais bon. Mais bon, quand même, c'est une très belle chanson et puis surtout, elle a son histoire. C'est pas que la Casa de Non, Papel, c'est Bella clair, Ciao, c'est loin de clair, là. c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que la série, je trouve, sur 3 parties, elle reste égale, elle reste qualitative. Même si dans la partie 3 qui est sortie cette année, je trouve qu'on n'évite pas le piège de la surenchère. Mais ça, c'est mon avis. Et puis là, ben, bien sûr, comme tout le monde, j'attends avec impatience la partie 4 qui devrait sortir en début d'année. On peut parler un peu de la partie 3 en elle-même, parce que moi j'avais qu'une peur, c'était que après la fin de donc la partie 2 qui clôt le premier arc de la série, en fait il n'y ait aucun besoin de faire une partie 3. Que faire une partie 3, ça aurait été juste pour la thune, et de toute façon il n'y avait plus rien à raconter. Ou alors refaire la même chose. Voilà, ou refaire la même chose. Alors là, ouais. j'en avais vraiment très 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 peur. Et le finalement, premier épisode de la saison 3, enfin de la partie 3, m'a donné un peu raison dans le sens où, sans rire, le motif pour lequel tout le monde se remet en selle et repart à la bagarre, vraiment il est nul quoi. Il est super nul. C'est artificiel, tu vois. C'est vraiment, oui, je vois ce que tu veux dire. Ils ont été obligés d'avoir recours à ce truc-là pour dire non mais en fait c'est bon, faut y retourner. Ça a pas du tout. Bah oui, parce que tu peux. Bon là, ouais. Pour moi ça a pas du tout marché. Mais tu peux pas, après avoir fait un gros braquage, tu peux pas te dire bah j'ai besoin d'encore plus de sous. Non, c'est sûr. Cela dit, j'ai plus qu'adoré cette partie 3 parce que ils ont réussi à me faire oublier ce problème initial avec vraiment le même sentiment d'époustouflance qu'il y avait dans les premières saisons, alors que c'est un braquage, c'est voilà, l'objectif est un peu différent, mais c'est le même délire, peut-être encore plus fou que le précédent. On te ressort un plan de derrière les fagots qu'ils avaient jamais pu appliquer, bon pourquoi pas. Mais alors après dans l'exécution, c'est à nouveau beaucoup trop bien en fait. T'as à nouveau des épisodes qui sont relations très forts, très puissants. Ouais. Les relations entre les personnages sont toujours aussi bien. Les nouveaux personnages m'ont régalé, vraiment. Ah oui. Et c'est toujours trop bien. C'est fou. Et ils réussissent à donner un peu d'enjeu de manière différente, parce que là, beaucoup plus l'histoire se passe aussi, non seulement à l'intérieur du bâtiment, mais à l'extérieur. Donc, ouais, ça part sur une base un peu nulle, mais après, ça devient fou comme les saisons d'avant quoi. Et je suis d'accord avec toi, je suis trop chaud pour la partie 4 parce que il se passe trop de trucs quoi. C'est trop bien. Et j'ai une petite question pour vous, alors je vous écoute, c'est quoi qui rend une série addictive à vos yeux?
Le rythme. Ouf, vaste question. Ouais, Le il y a rythme. beaucoup d'éléments qui peuvent C'est rentrer juste ça, en c'est le compte. rythme entre action, introspection et émotion. Si Ouais, t'as je ces, pense que t'as bien si t'as ces clarifié les choses. trois-là qui s'enchaînent bien, et surtout tu finis toujours sur un cliffhanger de bâtard, là Bah t'as oui, envie de évidemment. continuer. Alors Bah c'est après, drôle, moi pas j'étais forcément, partie hein. sur autre chose. Ah, Alors vas-y, pour moi, raconte. bon j'en parle parce que c'est lié à la Casa des Papel, pour moi c'est vraiment les personnages. Ouais, aussi. Peu importe, Parce que bon c'est- si oui, le rythme a l'attachement son au personnage, importance, mais pour moi, ce qui fait la force des séries, même un peu contrairement au cinéma, c'est est-ce que tu as adopté les personnages, est-ce que tu te sens impliqué avec eux? Ouais, parce que dans la série t'es obligé de les suivre en fait. Bah, c'est ça. Et pour moi, la Casa des Papel t'aspire même parce qu'il y a beaucoup de personnages très attachants. Il y a aussi des personnages tête à claque, je les mentionnerai pas, mais ça Et c'est Dieu sait c'est qu'ils le sont lot de tête à toutes les claque. séries, et je crois que Mais tout le ils monde sont les tête à reconnaît. claque, tu vois, mais ça a du sens qu'ils soient tête à claque. C'est fait exprès, on est C'est ça. d'accord. C'est-à-dire que c'est des personnages, comme dit la formule consacrée, qu'on aime détester. Bon, après, pour moi, certains sont vraiment juste tête à claque, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais ils sont Et- importants dans l'histoire. En tout cas, ce qui a vraiment marché pour moi, c'est que j'ai eu un gros coup de cœur pour un des personnages, et bon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez bien vu quel est mon avatar depuis des mois, et c'est pas prêt de changer. C'est El Señor Berlin, qui est interprété par l'incroyable Pedro Alonso. Alors lui, bon, Andrés je vais Folignosa. quand même un petit peu en parler si vous avez pas vu la série. Bon, en gros, c'est le psychopathe de l'équipe, hein, on ne se refait pas. Psychopathe dans le sens où, à un moment, il le reconnaît lui-même, je ne ressens rien quand je fais du mal à quelqu'un. Et même ça il est l'attriste. giga Et ça, je trouvais sociopathe, cette ouais. scène puissante, quoi. Et on peut même dire qu'il est misogyne. Après, Bah, Il a tout Il y en a compris, beaucoup, donc, ce donc. monsieur. Après, après, loin de moi l'idée de faire l'apologie de toutes ces charmantes choses, ou même de le prendre pour modèle. D'ailleurs, je pense que si on est sain d'esprit et qu'on aime les personnages méchants, c'est pas parce qu'on les prend pour des modèles ou pour des personnes recommandables, en fait. C'est juste qu'on aime un personnage en dépit de ses défauts, parce qu'on le trouve crédible, imparfait et donc humain. Et surtout très complexe. Surtout très Voilà. très complexe, Berlin. Et c'est magnifique parce que justement, je voulais parler de la complexité de ce personnage. Je le trouve en fait plus théâtral et provocateur que vraiment sûr des choses qu'il dit. Et ça, c'est juste pour dissimuler ses faiblesses, qui sont sa vulnérabilité qui est très importante, même si vous le découvrirez vous-même pourquoi. Et surtout la négation dont il est capable. Et là Ouais. aussi, je peux pas en dire plus, mais c'est assez fou. On découvre vraiment, on redécouvre c'est le sûr. personnage au fil des épisodes. Et une fois encore, la barrière est assez fine entre c'est le méchant de l'équipe et finalement c'est un anti-héros. Donc j'espère que cette déclaration d'amour envers la Casa des Papel et envers Berlin vous ont intrigué, vous ont donné envie de découvrir la série par vous-même. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui a mis les pieds dedans, hein, déjà. Mais le peu qui est encore réfractaire, vous pouvez y aller figure-toi les yeux que- fermés, quoi. Voilà, figure-toi qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas encore regardé. Hein. Ouais, bah, j'en Moi, je vais suis. pas regarder. Ouais, voilà. Mais il est fou. Comme quoi, vous voyez, là, il y en a deux avec vous, et ben, moi, ça me fait relativiser sur ce que Mais j'ai pu penser de la série. moi, je comprends tout à fait l'idée selon laquelle, quand on te survend un truc, C'est tu ça. t'en méfies. Et je suis comme ça aussi. Ah, c'est pour ça que Néanmoins- j'ai tenu à dire que j'ai quand même mis 1 an et demi ou 1 an à voir la série, quoi. Néanmoins, cette fois, les enfants, c'est vrai. Mais moi, c'est même pas ça, c'est pas qu'on me l'a survendu, c'est que en fait, de base, la série, c'est pas qu'elle m'attire pas, en fait, c'est qu'elle me laisse indifférent, en fait. Donc j'ai pas parce que t'as pas forcément. regardé. Oui, c'est sûr, après, ça va peut-être changer. Ah, mais je comprends totalement, hein, vous mais- voyez, j'avais des gros a priori dessus, hein, moi-même. Voilà. C'est pas comme Game of Thrones où, par contre, je l'ai toujours pas regardé parce que, en fait, les gens, ils en ont tellement parlé que ça m'a gonflé avant même de commencer à la regarder et je pense que je la regarderai jamais, cette série. Parce que Et les c'est gens dommage, m'en ont dégoûté avant, quoi. Parce que Game of Thrones, j'avais commencé à la regarder avant qu'il y ait toute cette hype et puis bon, c'est génial, quoi, c'est tout. Enfin, bon, on va pas parler de la fin, mais... Non, et surtout que je l'ai pas encore fini. Mais du mais coup, justement, on va en parler. non, mais tu vois, Mathieu, je suis exactement comme toi, aussi bien pour la Casa des Papel que pour Game of Thrones. Ah bon, en gros, vous son- allez pas regarder ma série, quoi. C'était bien la peine que j'en parle 5 justement. minutes. Même plus que ça, mais... Ah merci. non, mais justement, au contraire, là, t'as réussi à vendre la série, comme quoi, moi, j'étais effectivement très réfractaire, parce que
En plus, avec Bella Ciao, merci bien, on en a bouffé à toutes les sauces, et c'était la même indigestion que j'ai eue pour la série que pour Game of Thrones. Et finalement, Game of Thrones, je m'y suis mis cette année, il faut absolument que j'arrive à terminer la série, que j'arrive à trouver du temps pour terminer. En plus, si je me trompe pas, Bella Ciao, elle apparaît une fois par partie, ce qui est pas énorme. Et Oui, elle est utilisée avec une telle puissance en plus C'est à ça, chaque fois. la scène Bella Ciao, tu chiales quoi. D'accord, ouais. Non mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on est sur un optique où là je me dis, bon allez, vas-y, laisse-toi Après, ça tenter, sert à rien et de en se plus... forcer, hein. Tu vois, Non, mon c'est sûr, premier mais... essai, il était 20. Mais en plus, derrière tu me dis qu'on est sur un huis clos façon Reservoir Dogs, mais tu m'as vendu le truc. Rien qu'avec cette phrase-là, tu m'as vendu le truc. Ah, mais je m'y attendais oui. pas du tout, moi. Je pensais qu'il y aurait le braquage, et puis ça passait à autre chose, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, justement, ça va me permettre, si vous me le permettez, de faire le parallèle... Pas le parallèle, mais perpendiculaire. la passerelle. La passerelle avec une de mes mentions honorables de l'année, qui est Once Upon a Time in Hollywood. Et la transition est toute trouvée, parce que Reservoir Dogs étant réalisé par Quentin Tarantino, également. Donc, c'est pas du tout original, c'est même évident que j'allais parler de ça cette année, si on me connaît bien, car je suis un très très grand fan de Tarantino. Donc il faut savoir que Once Upon a Time est sorti en août 2019 chez nous, et on y suit une petite fenêtre de vie d'un acteur, Rick Dalton, interprété par DiCaprio, et star de la télévision, et son cascadeur, Cliff Booth, qui lui est interprété par Brad Pitt, au sein d'Hollywood dans les années 60. Et ces deux personnages, en fait, n'arrivent plus à se retrouver au sein de ce cinéma et de cette société changeante, mais ils continuent à vouloir vivre leurs rêves, et même s'ils peuvent paraître vieillots à bien des égards. Et donc, en parallèle de cette vie, de cette tranche de vie de ces deux personnages, on y voit quelques moments de vie de l'actrice Sharon Tate. Et ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que c'est traité avec le plus grand respect possible. Tarantino va nous montrer quelques moments clés de sa vie d'actrice, par exemple que ce soit dans des instants où elle veut se rendre compte de la réaction du public face à son jeu d'actrice dans un rôle d'un film dans lequel elle a joué, et donc elle va dans un cinéma tout simplement aussi humble possible, et donc elle écoute et elle est satisfaite de voir que le public réagit vraiment bien à son film, et c'est ce qui la rend heureuse, quoi. Ou alors on peut la voir aussi lors de petits flashbacks, où on peut la voir travailler son rôle justement, et de façon très très sérieuse, en apprenant les arts martiaux avec Bruce Lee. C'est vraiment ce film que j'ai aimé, mais pour moi ce n'est pas encore le film de l'année, mais c'est un film que j'ai vraiment aimé, ne serait-ce que pour son côté tranche de vie, qui est un genre que j'apprécie énormément, surtout dans le manga, et je dirais même plus que c'est un film d'auteur, comme certains des films de Tarantino, mais là particulièrement, parce que c'est pas le film le plus accessible au grand public pour un film de Tarantino, parce que ce soit avec Django ou autre, là c'est clair que ça a été le buzz vraiment de fou pour le réalisateur, mais ce film, Once Upon a Time in Hollywood, c'est vraiment une ode au cinéma. Il a voulu montrer à quel point il aime le cinéma, en faisant un film sur le cinéma, et plus particulièrement sur le cinéma qui compte pour lui. Les films de guerre, les westerns, dans lesquels joue Rick Dalton, donc toujours interprété par DiCaprio, ou simplement créer la tension avec l'une des sectes les plus meurtrières des années 60, autrement dit la famille, qui était dont le gourou était Charles Manson. Donc tout transpire dans le film les années 60, mais absolument tout, que ce soit en termes sociétal, et en même temps c'est pas plus mal que ça transpire de fou les années 60, étant donné que ça s'y passe. Il y a également aussi des parallèles sur les différentes classes sociales, où on peut voir Rick Dalton, donc qui est le héros des séries télé dans lesquelles il joue, vivre dans une maison luxueuse bien trop grande pour lui tout seul, dans les quartiers les plus huppés d'Hollywood,
tandis que son fidèle ami, toujours Cliff Booth, lui vit dans une caravane en périphérie de la ville. Mais ils s'en contentent très bien, et il est pas triste de son sort, et c'est ce qui rend le tout très touchant, en fait, quand on voit comment Brad Pitt interprète le rôle. Voilà, une chose est certaine, c'est que dans tous ses films, Tarantino traite des genres différents. Dans Django et dans Hateful Eight, il est allé puiser dans le western. Pour Kill Bill, il est allé dans les films d'arts martiaux. Reservoir Dogs, comme tu le disais, Flo, il est allé dans le huis clos. Et là, avec Once Upon a Time, il a réalisé un genre de film que je l'aurais, mais alors, jamais imaginé réaliser. Et finalement, c'est d'une logique implacable. Et il a réalisé un film de conte de fées. Et putain, sans déconner, Tarantino nous réalise un film de conte de fées. Façon Tarantino, c'est sûr. Mais bon Dieu, ça marche. Et ça marche tellement bien. Et surtout, l'aude et l'amour qu'il donne au cinéma est assez dingue. Et s'il voulait conclure sa filmographie avec ce film, ça serait parfait et ça irait en cohérence totale avec toute sa filmographie et tout l'amour qu'il a pour le cinéma. Alors tu vois, pour le côté conte de fées, bah, c'est une évidence, ça s'appelle Once Upon a Time. Oui, mais j'avais pas fait Et en même temps, je l'ai oublié au fil du film, qui dure longtemps, c'est il me exactement semble. ça. Il dure 2h40. Voilà, et du coup, ça reprend tout son sens à la fin du film, tu te dis, ah oui, effectivement, c'est un conte de fées. Exactement, parce qu'en fait, le film se termine avec la réapparition du titre. C'est quand le titre réapparaît que, bah, tout comme toi, dans le cinéma, je me suis dit, putain, mais oui, mais c'est d'une évidence. Et ce qui est drôle, c'est que vu que tu l'oublies, eh ben, la tension monte tout au long du film. Tu te dis, aïe aïe aïe, je sais comment ça va finir. Si tu connais l'histoire de ce qui s'est passé, voilà. Ah bah c'est parfait d'en parler maintenant, parce que, justement, ce suivi de l'histoire de Sharon Tate pour finalement aboutir sur une réinvention historique de ce qui s'est passé, j'en dis pas plus. C'est un truc que Tarantino il aime bien faire déjà. Tout à fait, qu'il a déjà fait dans Inglourious Basterds. Il a déjà réinventé l'histoire dans Inglourious Basterds. Mais alors surtout, cette fin avec cette réinterprétation de l'histoire et surtout la manière dont elle se déroule, parce que je suis d'accord avec toi, ami Benji, quand tu dis que c'est pas le film le plus accessible de Tarantino, parce que c'est un rythme qui est assez lent, c'est une tranche de vie, il y a peu de scènes d'action, alors que souvent Tarantino nous a habitués à des moments d'anthologie dans ce registre-là. Et en fait, le moment où il y a de l'action et les moments où il y a bagarre, ils sont tellement percutants. Oui. Et donc en particulier à la fin, où je pense que c'est d'assez loin la scène la plus violente que j'ai vue chez Tarantino. Alors qu'il y en a eu, tu vois, il y en a eu des trucs violents. C'est pour ça quand on dit conte de fées, c'est drôle. Donc j'en dis pas plus parce que la surprise joue beaucoup dans ce conte de fées par Tarantino. Mais c'est ce que c'est un moment absolument extraordinaire, et ce qui me fait dire, et ce que tu disais aussi, je suis d'accord sur le fait que ça pourrait être une très bonne fin pour sa filmographie, puisque on le rappelle très très vite, mais Tarantino avait dit moi je fais 10 films et après ciao bye, sachant que là ce qu'il a dit dernièrement, il a dit ouais, j'ai bientôt 60 ans, j'ai pas envie de faire des films en étant un vieux crouton, donc si je fais un film avant mes 60 ans ça va, c'est le 10e, sinon ciao bye. Donc il est pas impossible que Once Upon a Time soit son dernier film, et en fait c'est tellement un film somme de tout ce qu'il aime, c'est ça, et en même temps un film où il a tout mis dedans, et il a tout mis avec un niveau de maîtrise, que ce soit donc au niveau des dialogues évidemment, parce qu'on sait que c'est un immense dialoguiste, au niveau de la mise en scène, au niveau de l'esprit de ses films. Et donc il y a aussi ces scènes d'action et ces scènes sanglantes et très très pulp en fait, très série B, même série Z qui l'affectionne. Donc il y a vraiment tout dans ce film, et c'est un parfait film pour conclure sa filmo, et c'est un coup de chapeau voilà à ce monsieur qui, quoi qu'on en dise, c'est un cinéaste qu'on retiendra, quoi, c'est tout. Et c'est génial que tu dises ça, parce que pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a 3 films cette année qui ont essayé de conclure quelque chose, de conclure une période, et qui sont pas forcément accessibles, mais tu peux pas leur enlever ça. Donc t'as Once Upon a Time in Hollywood pour Tarantino, t'as El Camino
du coup pas pour Vince Gilligan, mais pour Breaking Bad. Et j'ai eu exactement le même sentiment devant Irishman de Martin Scorsese. Ouais, oui. T'as l'impression qu'ils mettent tout ce qu'ils ont aimé dans le cinéma et que c'est une lettre d'adieu. Et ça, c'était vraiment palpable pour The Irishman, où il a réuni des acteurs qui s'étaient pas retrouvés depuis longtemps et qui ont quand même 75 ans au moins, je sais plus. Parce que ça, Scorsese, comme tous les acteurs de ce film, il commence à avoir tiré un peu sur la corde. Ans, hein. Mais Ouais, tu sens que c'est le film testament, en fait. C'est à la fois triste et assez beau. Il faut que je le regarde, The Irishman. Ouais. C'est le chant du cygne, hein. Voilà, j'ai l'impression qu'on a eu quelques chants du cygne cette année. Et c'est ce qui rend le cinéma beau, putain. Bah, c'est très émouvant de sentir qu'il y a quelque chose qui se termine, tu vois. Alors tant Tarantino, il va nous faire marrer. Qui se termine aussi, c'est une décennie qui se termine. Ouais, aussi. C'est peut-être dû à ça aussi, hein. Après tout, il nous reste finalement que très peu de ce que j'appelle de grands cinéastes. Ouais, Malheureusement. Les futurs grands sont encore à découvrir, mais c'est bon, ça. C'est ça. Bah d'ailleurs, bon, je vais quand même très loin, mais Martin Scorsese, il a fait polémique il y a pas longtemps en disant que certains films dans ce moment n'étaient plus du cinéma. Hein, bon, j'ai parlé des Marvel. Après, dis le mec qui sort son film sur Netflix, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, mais justement, c'est là qu'on se demande c'est quoi sa définition du cinéma. Si les films Marvel qui sont au cinéma, c'est plus du cinéma, et que The Irishman, il le met sur Netflix. Et on change d'air, on change de période. Je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que j'ai le sentiment qu'on change de période. Mais c'est là que je trouve ça fou, moi. C'est alors le parallèle que je vais en faire est peut-être un peu abusif, mais on voit Martin Scorsese qui a plus de 70 balais, qui nous fait des films, mais alors comme Clément, j'ai pas encore pris le temps de regarder The Irishman, mais quand on regarde ne serait-ce que le Loup de Wall Street, où il avait déjà la soixantaine bien passée, le mec il est sous coke, c'est pas possible autrement, quoi. Enfin, bon, déjà pour The Irishman, il faut t'accrocher, le truc il dure plus de 3h30. 3h30, ouais. Il y a quelqu'un qui m'a identifié sur Twitter justement sur un truc, parce que moi, le paradoxe qui fait que je ne regarde pas de film, c'est que je trouve ça long en fait. De passer 3 heures à regarder un film, je trouve ça long. Alors que paradoxalement, je vais enchaîner une saison de série dans la soirée, ça va pas me déranger. Enfin, c'est un paradoxe que moi-même je ne m'explique pas. Et c'est ce que tu disais lors du premier épisode. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a identifié justement sur Twitter sur une image. Il y en a qui se sont amusés à découper le The Irishman en épisodes de série. Ah, pourtant, c'était ton idée de concept pour la ligne verte, ça. Et ben on me l'a volé. C'est ça. Voilà. Oh, t'aurais dû déposer le brevet. En plus, la personne, elle a fait un truc vraiment, vraiment propre. En mode, le film, il commence donc du début jusqu'à 49 minutes. Vous vous arrêtez à telle scène, ça fait le premier épisode. Deuxième épisode de 49 minutes à 1h et quelques. Il a découpé tout le film. Ah, donc t'as une petite chance de voir The Irishman, alors. Pas sûr. Bim. Pas sûr, parce que je suis pas très très fan de. Après, ce je genre t'avoue de cinéma que en général, mais, Once Upon a Time, The Irishman et El Camino d'ailleurs, d'un côté je les trouve remarquables, et d'un côté oui, je me suis ennuyée un petit peu. C'est vraiment des films testament pas accessibles à tout le monde, hein. C'est ça, c'est le problème de Once Upon a Time, comme le disait Clément, et comme je l'ai dit lors de mon laïus, on est sur une tranche de vie. Et la tranche de vie, c'est pas évident ça prend son temps, quoi. C'est vraiment un film qui prend tout son temps pour développer les personnages, pas seulement à travers ce qu'ils font, tu vois, mais à travers ce qu'ils sont, à travers l'endroit où ils vivent, à travers les interactions qu'ils ont avec eux, à travers l'époque. T'as des scènes du l'époque quotidien faussement anodines et tout ça. Ah bah, on parlait de la caravane de Cliff Booth, ce qui se passe dans cette caravane, enfin c'est anodin, tu vois, en apparence, mais ça veut tout dire sur le perso, quoi. C'est ça. C'est trop bien. Enfin, sans trop spoiler, mais il vit dans la crasse finalement, mais il s'en bat les couilles. Juste avec sa chienne. J'ai toujours pas identifié ce qu'il donnait à manger à son chien. C'est une pâtée de haute volée. Hein. Ah, c'est clair, c'est vraiment très très bon. Mais enfin, si on se permettait de retourner et faire un petit coucou à Netflix, encore une fois, et je le tiens à le dire, l'épisode n'est pas sponsorisé. Ouais, c'est ça, on va être accusé de vendu, là. C'est ça. Mais Netflix, si jamais, voilà, hein, on est là. Balancez la
Petite avant-première, Regardez, on dit que du bien de vous. Voilà, c'est ça. On parle de vos séries avec beaucoup d'amour et Mathieu, je te laisse enchaîner. Ah bah puisqu'on parle d'amour et de Netflix, hein, comment ne pas parler de Stranger Things, hein, la base. Ah, Et ça. voilà, et qui illustre parfaitement le paradoxe dont je viens de parler par rapport au cinéma et aux séries, parce qu'il faut savoir que les 8 épisodes de la saison 3, je les ai tous regardés à la suite, littéralement sans pause. Voilà, Sans pause. Ouais, j'ai commencé, la série est sortie quand elle est sortie, j'ai commencé l'épisode 1 à 16h, j'ai terminé l'épisode 8 à minuit, 1h du mat. Voilà, je Comme les quoi, ai, tout est possible. voilà, je les ai littéralement enchaînés. Et là, ça m'a pas paru long, tu vois. Enfin bref, un gros paradoxe. Donc, je pense que du coup, j'ai pas besoin de dire à quel point j'ai adoré cette saison 3. Voilà. Et parce que vraiment, j'ai découvert, moi, pareil, Stranger Things, je l'ai découverte assez tard. En fait, je l'ai découverte en fin d'année dernière. Et j'ai regardé la saison 1 et la saison 2 à la suite. Donc saison 1, j'ai accroché, mais vraiment à fond. C'est typiquement le genre d'univers, d'ambiance que j'adore. Le style années 80 avec un peu de paranormal, de mystère. Franchement, c'est incroyable, j'ai adoré. La saison 2, je l'ai bien aimée, mais pour le coup, je l'ai trouvé un peu en deçà de la saison 1. Parce que j'ai trouvé qu'elle apportait finalement pas grand-chose de plus à l'univers. Et je sais pas, il y a par exemple le personnage de 11 qui est censé être central dans la saison 2, je l'ai trouvé très en retrait. Et bizarrement, l'épisode qui est centré sur elle, pour moi, ça reste le pire épisode de la série parce que c'est vraiment. Celui-là, je me suis fait chier Mais dessus. non. Ah si, Mais non, il est beaucoup trop cool. ah non, Mais oui. il est beaucoup trop chiant. Il part dans des clichés, mais monumentaux. Enfin, pour moi, cet épisode, ça a été une torture. Désolé, mais cet épisode, pour moi, c'est le pire de la série. Et en plus, bizarrement, tu vois, j'ai trouvé que c'était du pur remplissage. Parce que Mais la non. saison 2, c'est la seule qui a 9 épisodes alors que les autres en ont 8. Et tu vois, Non, moi, mais pour tu moi, sais s'il y a que- un épisode qui devait sauter, ça serait celui-là. Mais non, mais tu sais que moi, dans mes rêves humides, la saison 4, c'est que ça. Ah, mais si c'est que ça, je vais détester la saison 4. C'est Mais mort. non. Alors par contre, juste, toi, t'as détesté ça? Moi, je déteste quand je t'entends parler de 11. Ah oui, 11, 11, ouais. Et Eleven, s'il te plaît. Ah, et regarde en VF. Oui, je suis team VF pour tout ce que je regarde, c'est VF. T'en pour tout fais ce à pas, quoi t'es je pas joue, tout c'est- seul, Mathieu. Je te soutiens. Ah, Je suis désolé, mais c'est comme Je ça. quitte moi, Pod Culture. je quitte notre culture. Donc oui, voilà. Bon, je vais dire 11 parce que c'est vrai que même d'habitude, en plus, je dis 11. Là, je sais pas pourquoi j'ai dit 11. Mais alors, du coup, parce que en VO, donc le personnage principal, il appelle souvent Eleven Elf. Elf, ouais. Elle. Ah ouais, ils disent Elf. Ah, Elf, ouais. en français, Mais alors, c'est Elf. mais alors ouais. quel rapport, tu vois, parce que 11 Elf. Mais c'est ça n'a pas aucun par rapport sens. au jeu de rôle qu'ils lui ont donné ce nom-là. Quand, Ah. quand ils l'ont rencontré, justement, par rapport Et à attention, Donjons et Dragons. il a réponse à tout là. Hein. Ah, attends, on parle d'une de mes séries coup de cœur, là. Il est bon, le bonhomme, il est bon. Donc, du coup, la saison 3, oui, j'ai adoré l'ambiance avec le côté, justement, qui casse un peu les deux saisons précédentes, tout en restant dans la continuité. Avec le côté fête foraine, ça se passe en été, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus coloré. L'ambiance est un petit peu plus détendue. Puis le centre commercial, surtout. Le centre commercial qui est vraiment énorme. Et vraiment, j'ai trouvé que cette saison apportait un peu de vent frais tout en restant dans la formule habituelle. Et oui, franchement, voilà, c'est ce qu'ils ont fait du flagelleur mental qui prend une toute autre dimension par rapport à la saison 2 où il restait dans la même dimension que la saison 1. C'est vraiment, pour moi, c'est un petit peu le vent frais dont avait besoin Stranger Things après la saison 2. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi et qui trouvent que justement cette saison 3, c'est la saison qui apporte rien contrairement à la saison 2. Donc, tout à fait. voilà, moi, donc, autant j'ai effectivement, beaucoup aimé la deuxième saison dans ce qu'elle essayait de faire. Autant je suis pas d'accord quand on dit que la saison 3 n'apporte rien. voilà, t'es non, d'accord avec moi, la saison 3 la apporte saison quand même 3, quelque chose. la saison 3 apporte beaucoup, à commencer par le personnage, je crois, qui s'appelle Robin. Elle s'appelle pas Robin. Alors là, je t'avoue Celle que qui je bosse pose une avec. C'est la fille. Voilà, celle qui Ah bosse oui, avec oui, l'autre bah tête oui. de palmier au magasin de glace. question. Oui, oui, oui. Voilà, il y a le Exact. personnage de Robin qui est le meilleur perso de cette saison. Ah non, non, c'est le Ruskov, attends. Alexei. Ah, Ah, je suis si, désolé. Alexei, il est magique, lui. Moi, je suis désolé, la scène la plus marquante pour moi de toute cette série, elle intervient
à l'initiative de Robin. Bon, ça se passe après un vomi dans les toilettes, mais ça, c'est j'en une étais autre sûr que ça histoire. serait cette scène. Ouais. Mais cette scène est tellement oufissime. Moi, je me Ouais, demandais elle m'a quand est-ce collé qu'on au reparlerait de siège. toilettes. Bah voilà. Je suis Voilà, obligé c'est- de parler de Robin et je suis obligé de parler de cette saison. Pour moi, c'est le soleil de cette saison. Non, après, c'est vrai que Robin est vraiment. Bah, en fait, c'est ça aussi qui fait la force de cette saison. C'est qu'on redécouvre des duos qui n'y étaient. Enfin, pas forcément des duos, mais des groupes qui n'étaient pas forcément ceux des saisons précédentes. Ne serait-ce Ouais. que Comme ce qu'ils avaient Dustin. fait dans la saison 2. Ouais, Dustin, il est avec les grands, là. Hein. Ouais, voilà. Mais Donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la saison 2. Bon, j'ai pas encore vu la saison 3, je me suis pas posé dessus, mais c'est ce qu'ils ont fait là avec la saison 2, et justement avec Dustin et... comment il s'appelle je vais pas avoir son nom. Ah, mais moi, avec les noms, c'est terrible. Hein. Je les oublie toujours. Alors, révision. Donc, il y a Mike, le personnage principal. Dustin. Non, avec maîtrisé. justement l'un des deux grands dans la saison 2, là où justement on s'attendait pas du tout à ce que Dustin soit avec lui, et finalement Dustin apprend beaucoup de lui, comment Oui. se coiffer, etc. Oui, Ah, bah, mais c'est c'est avec des- lui qui, justement, c'est toute la saison 3, il la passe avec lui. C'est des Ah, vrais, bah, c'est c'est La, des parfait. vrais la bros. relation qui est en fait entre les deux, qui est amorcée dans la saison 2, qui commence à se développer, elle est vraiment approfondie dans la saison 3. Oh, c'est Où génial, toute la c'est saison parfait. 3, en fait, Dustin n'est pas avec les autres gosses, il est avec lui. Ah, c'est parfait, c'est génial. Ah non, Mais je vais- c'est 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 des c'est la bros. vraie bromance. Hein. C'est ça, c'est une bromance qui est parfaite, quoi. Après, dans les personnages aussi qui m'ont tué, la sœur de... J'ai plus les prénoms. Alors attendez, je vais Ah ouais, tricher, ouais, je vais ouais, aller je sur... vois de Parce qui que là, tu c'est parles. terrible. Je C'est vois de qui tu terrible parles. quand j'ai des trous de mémoire comme ça, c'est... La sœur de... Ouais, mais La sœur de Lucas. de Lucas, ouais, c'est ça. Sa sœur, elle est magique. Elle est Ah, magique, moi- elle fait tout le sel de la saison pour moi. Moi, elle m'a cassé les couilles. Mais c'est ça en fait, c'est qu'elle elle casse les couilles, mais en même temps elle est tellement drôle, elle balance des punchlines, mais elle en peut plus quoi. Et c'est énorme. Quand tu vois que tu te fais clash par une gamine de cet âge-là, franchement ça Ouais, fait mal. Je suis content que ça t'ait plu parce que il faut bien qu'il y en ait à qui ça plaît parce que moi ça m'a pas. Oui, après je comprends que en fait c'est le genre de personnage, c'est où ça passe ou ça casse. Ouais, ouais. Typiquement c'est soit tu vas adorer, soit tu vas avoir envie Mais de même la je trouve tuer toute encore la- que toute la en fait saison. elle est limite que personnage fonction pour balancer des punchlines Ah oui, et c'est un peu ça. son jeu d'acteur est quand même assez en dessous de celui des autres quoi. Ah non, elle a quand Moi, même moi, un en fait très bon c'est jeu, hein. pas pour ce qu'elle fait que ça m'a pas plu, c'est que j'ai senti le décalage avec les autres en fait. Au niveau du jeu Bah, d'acteur. Ouais, tu trouves? Moi j'ai pas, Ouais. j'ai pas Après, Ah, c'est j'ai senti- différent j'ai quand tu senti vas en ça. VO et VF aussi, hein, du coup. Ah, parce que- peut-être que ah la bah doubleuse après, elle est oui. bonne. Si les doubleurs en VF arrivent peut-être mieux à interpréter le personnage que l'actrice Ah, elle-même. peut-être. Steve. Steve, c'est Ah, ça. Steve. Steve. Voilà, Mhm. donc Steve et Dustin, c'est le duo avec du coup Robin qui forment un trio. Voilà. Et c'est vrai que eux, ils ont une storyline un peu à part qui se rejoint à la fin forcément avec celle des autres. Mais ça apporte vraiment du vent frais à la série en cassant un peu. Bon, après, il y a quand même aussi par contre, ça c'est par rapport à la saison 2, ce qui est très injuste, étant donné que c'est clairement un acteur qui a énormément de talent. C'est Will, tout simplement, qui est complètement effacé de cette saison. Will, il est. Ouais. Il sert Celui juste qui à se tenir était la kidnappé nuque. au début, c'est ça? Ouais, c'est Hein, ça. ouais. C'est ça. Oui, je l'aimais Et- beaucoup, et puis c'est vrai que... Après Ouais, la en même performance temps, qu'il a, parce que c'est clairement, si on doit retenir une chose de la saison 2, pour moi, c'est sa performance, parce que Ah, c'est clair. il a fait une performance incroyable. Mais vu que la saison 2 a beaucoup moins marché en général, j'ai l'impression que les scénaristes se sont dit que c'était à cause de Will, en fait. Et du coup, à la saison 3, il a été relayé, mais alors, c'est même plus au second plan, c'est au troisième plan, quoi. Le mec, il apparaît, il se tire la nuque pour dire « Ah, il se passe quelque chose », et c'est tout. Il sert à rien. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est un peu À mon l'inverse, seul regret ça a de permis cette de saison. développer plus d'autres choses quoi. C'est vrai, après voilà, il a été mis en retrait et ça a permis de développer d'autres personnages, mais je trouve ça quand même, vraiment dommage. Alors, je m'excuse d'avance, les garçons, mais je partage pas du tout votre avis. Oh. Moi, c'est une saison vraiment que j'ai pas du tout aimée, que j'ai failli abandonner, pour deux raisons. Je soutiens Clément dans son... Je défaillis. Alors, bon, c'est pas grave, même si je me fais virer, il faut que je le dise. Alors déjà, Tu quittes Pop Culture. j'ai trouvé la saison très immature comparée aux précédentes. Il y a vraiment beaucoup de dialogues et de gags qui m'ont pas du tout fait rire. J'ai trouvé les adultes de l'histoire vraiment ridicules à essayer de faire comme les gamins.
Et même j'ai trouvé avant les gamins ils étaient mignons, ils faisaient du jeu de rôle tout ça, et puis sous prétexte que l'adolescence et la puberté passent par là, bon t'as des histoires de couple qui me laissent de marbre. Donc j'ai trouvé que Tu n'as pas de cœur. Exactement, c'est peut-être ça le souci. Et en plus, t'es pas drôle. Tu n'as rien Donc- pour toi, décidément, c'est triste. Ah bah, bon bah voilà, je l'avais prédit, hein, je quitte Pop Culture. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas drôle, j'ai trouvé ça mal écrit. Ça reste mon avis, hein, bien sûr. Et je trouvais ça même invraisemblable. Quand tu vois que, par exemple, dans un hôpital, ils sont attaqués par le monstre, il y a quasiment personne, l'hôpital il est désert. Quand tu vois que des gamins, ils font des pieds de nez à l'armée top secrète russe, Oui, je là. me suis dit, Après, oh là ça, là, c'est ça les- part ça, très loin. C'est ambiance aussi très années 80, tu vois. Dans les années 80, Ouais, ils mais s'embêtaient tu pas vois, avec ce bon, genre de détails. je suis pas fan de la série, hein, peut-être que ça joue, mais la saison 1 et même la 2 m'avaient pas dérangé, quoi, je les La avais suspension trouvées consentie plaisantes. de l'incrédulité n'est donc plus consentie. C'est ça. Et après, le truc, c'est qu'il faut pas oublier aussi que, étant donné que ça se passe là, dans les années 80, ça fait la part belle à tout... Enfin, non. C'est... Au contraire, ça rejoint énormément tout ce qui était série Z. Oui, c'est ça. Ah ça, par C'est contre, oui, c'est assumé, et puis ça se Voilà, voit avec c'est ça. le parti pris des nouvelles capacités de l'ennemi, quoi. Donc si c'est assumé, à partir du moment où justement c'est assumé par la série et par les créateurs, moi j'y vois pas d'inconvénient là-dessus. Bah après, Exactement. voilà, c'est ça, c'est soit tu rentres dans le délire, soit pas, en fait, c'est tout. C'est ça. Et C'est si ça. tu rentres dans le délire, je comprends tout à fait que vous soyez éclaté, hein, y a pas de souci. Bah, moi, je comprends pas que tu rentres pas dans le délire. bah, Le non, mec mais qui est on l'a pas dit- tolérant du tout, tu sais. On l'a déjà expliqué, j'ai pas de cœur et pas d'humour. C'est vrai. Non mais c'est vrai. après, tu N'oublie vois, pas que même- je suis même prof de moi- français, quand même. Mais tu vois, même si moi je mettrais pas cette série au niveau 300% la série de l'année, de la décennie et tout, c'est vraiment un truc, tous les ans, je prends beaucoup de plaisir à revenir les voir et à voir comment ça évolue cette affaire, tu vois. Et justement, est-ce qu'on reviendrait pas sur ce qu'on se disait tout à l'heure avec la création des personnages? Est-ce que c'est pas les personnages justement qui portent la là, série? pour le coup, j'ai vraiment envie de suivre les personnages. Ouais, bah, C'est les ça, enfants, on est quoi. d'accord. C'est vraiment, on s'attache tout de suite aux enfants et même aux adultes, mais c'est vraiment les Ah enfants bah, qui font tout là, en tout l'occurrence, l'univers et le charme de la série. Dans la saison 3, il y a un adulte en particulier dont je ne citerai pas le nom, mais Voilà. Il y a beaucoup Je d'adultes dans la reste saison 3, sur quand ce même. que je disais tout à l'heure. surtout Les genre vers la séries, fin de la saison, tu vois. où il se passe un Les petit séries, truc, elles ont cette force concernant que- un adulte. Ah oui, non mais ça. Voilà. les séries, elles ont cette force que les personnages, tu t'y attaches vraiment, surtout si ça dure des années. Et puis, bon, Bah, c'est c'est pas une seconde famille non plus, mais On n'en est pas loin. Ouais, Voilà, c'est ça, un tu- peu quand même. Hein. c'est ça qui te rend, je trouve, fidèle à une série en fait. Regarde. Bah, vous regarde, avez je- regardé 15 ans Supernatural, mais C'est, pour voilà, ça c'est aussi. exactement ce que j'allais dire. Regarde, j'en parlais dans le premier épisode, mais Supernatural, là, le fait de me dire que on va les quitter d'ici peu, mais ça me brise le cœur. Ça, parce que Ça me- c'est quand même ça 15 ans me de ta tue. vie, quoi. T'as passé Mais 15 c'est ans ça. avec les personnages, tu t'es attaché à eux et T'as finalement- regardé les saisons X fois C'est et ça. Et donc du coup, quand tu te tu dis, sais putain, il va y avoir une fin, quoi. que ça va être terminé, que chaque année tu vas plus avoir ta saison, bah mine de rien, ça te fait un manque, tu vois. Tu te dis, il C'est manque ça. quelque chose. on est putain de drogués, quoi. On parlait de Breaking Bad et on reste dans le thème, c'est très bien. Mais et aussi comment ne pas parler quand même pour terminer un peu parce que je pense qu'on a quand même bien parlé de cette saison 3 de Stranger Things, la bande originale. Là, bah, comme d'hab. C'est Ah, c'est obligatoire, toujours, la bande originale de Stranger Things, c'est juste un bijou même si vous n'aimez pas la série, si vous aimez tout ce qui est synthwave, ambiance Années 80, et retro tout, wave. il faut Ah bah justement, absolument j'ai écouter les bandes détesté originales. la bande originale. Non, je rigole. Alors là, tu vois, j'avais un gros sourire, mon sourire il s'est effacé d'un coup. J'allais dire non, là par contre tu vas trop loin, Flo, ça va pas, ça va pas. Donc vraiment, voilà. Et puis si jamais vous voulez juste découvrir les meilleurs morceaux, il y a un petit article, un petit top 15 des meilleures musiques de la série sur Break Culture, un super blog. Oh, mais N'hésitez c'est pas à aller fini faire un ça. Des petits likes. Mettez des likes, commentez, partagez, envoyez des dons, faites tout ce que vous voulez. Non, non mais vraiment, si vous devez, même si vous accrochez pas forcément à la série, la bande originale est incroyable. Non, c'est c'est une c'est déjà ambiance, si vous accrochez pas à la série, vous avez tort. Voilà. Déjà, oui, mais Bon, d'accord. rattrapez-vous. D'accord. Quel Rattrapez-vous enfer. au moins à moitié en aimant la bande originale. Voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà, j'ai assez craché. En mon vrai, amour, Flo, de on Stranger te Things. pardonne
Nul mais n'est parfait. je ne sais pas. Oui, on te pardonne un peu. Et d'ailleurs, bah voilà, maintenant ça va être à toi. Tu vas nous parler d'une série beaucoup moins joyeuse. Ça dépend, est-ce que je suis toujours la bienvenue dans Ah, l'émission Tu peux revenir dans Pod Culture. Ouais. Allez, on te réintègre. Mais Alors, qu'on t'y prenne plus. Hein. Après, bon, je vais encore plus casser l'ambiance. Parce que je vais vous parler d'une série que, contrairement à La Casa des Papel, j'avais très envie de la voir. Et donc cette série, elle va être avant tout accessible sur OCS, parce que c'est une création HBO. On peut plutôt la qualifier de mini-série, et c'est un drame historique, qui est pas du tout passé inaperçu cette année, c'est Tchernobyl. Alors Tchernobyl, comme son nom l'indique, parle de la catastrophe nucléaire qui est arrivée en Ukraine en avril 86. Et bien sûr, on n'est pas du tout dans du divertissement. Hein. C'est inspiré d'une histoire vraie, d'une catastrophe. Ah oui, avec le fameux nuage qui est passé au-dessus, enfin qui n'est pas passé justement au-dessus de nous. Non, c'est ça. il a pas passé la frontière, tu te rappelles Oui, pas. voilà, c'est ça. Enfin bon, on n'était pas là nous, hein. Les Allemands et les Italiens qui ont tout pris, ça va. Donc c'est une catastrophe sans précédent. Hein. Malheureusement, bon, il y a eu d'autres catastrophes après, mais elle n'avait pas eu de précédent, du moins je crois pas. Et donc la série va s'attarder sur l'accident lui-même, c'est une évidence, mais aussi sur les causes qui ont été techniques, certes, mais aussi pas mal humaines, et sur les conséquences qui sont bien plus denses et désastreuses qu'on peut l'imaginer. Et ce qui est choquant, c'est que les gens de l'époque ont perdu beaucoup de temps à mesurer la gravité de ce qui se passait, ou à même assimiler l'ampleur de la catastrophe et des conséquences que ça pouvait avoir. Et ça rend le drame encore plus terrible. Bien sûr, tous les personnages de la série ne sont pas à jeter, il y en a quand même beaucoup qui luttent pour protéger des vies, et pour contenir les émissions radioactives après l'incendie, parce que ça aussi, c'est très technique, c'était pas évident à faire, et la série explique plutôt bien tout ça sans nous perdre en fait. Mais bien sûr, bon ça tout le monde le sait, il y a quand même eu un avant et un après Tchernobyl, c'est irréversible, ça va mettre des centaines d'années, voire plus pour qu'il n'y ait plus rien en fait. Et donc la série, elle a quand même une dimension pas mal politique. Hein, il faut recontextualiser ça, en 86, il y avait encore l'URSS, hein, le mur de Berlin il chute que 3 ans après, et ça nous montre le rôle très peu glorieux des politiciens et de la presse à ce moment-là, hein, surtout parmi l'URSS, mais aussi dans le monde en fait, hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la France, hein, je crois que c'était Benji, que soi-disant c'était juste un petit nuage qui en plus s'est arrêté aux frontières et tout ça. Oui, non, il a été vachement poli le nuage. Voilà, donc on essayait d'aménuiser l'accident, de faire des manipulations politiques, et on a sacrifié du temps et des vies, juste pour de la politique en fait. Et après, d'un côté, c'est pas surprenant, mais quand tu vois la série, tu dis putain, ça s'est vraiment passé, mais voilà quoi, t'as pas les mots. Et le bilan humain, il est vraiment désastreux. Alors, pour vous expliquer à quel point les politiciens peuvent être de mauvaise foi, et il y a une autorité qui prétend qu'il y aurait eu que 130 ou 200 morts après Tchernobyl, quoi. Et alors que, d'après les estimations, on peut même tabler jusqu'à presque 1 million de victimes. Et en fait, on le saura jamais parce que c'est très difficile de savoir qui est tombé malade, qui a eu un cancer à cause de ça, en fait. C'est ça, t'as les victimes directes et collatérales, quoi. Et puis, encore aujourd'hui, t'as des gens qui essayent de repeupler la zone autour de la zone sinistrée, et puis t'as les enfants, ils ont des problèmes de cataracte et tout ça, quoi, hein. Et pour des enfants, c'est dur quand même. Ouais. Et donc la série, elle s'attarde sur 3 personnages. T'as le scientifique Valéry Legasov, qui a vraiment existé, et qui a tout mis en œuvre pour essayer de trouver des solutions. Il était épaulé par... oh mon dieu, bon, pardonnez, parce que bon, là c'est un nom russe. Est-ce que quelqu'un parle ukrainien ici, ou russe, je sais pas. Ce cliché. Boris Sherbina. Il est incarné par Stellan Skarsgård, hein, donc le papa de beaucoup d'acteurs qu'on voit en ce moment. Et lui, c'était le vice-président du Conseil des ministres à l'URSS. Et il y a un troisième personnage principal qui a été inventé, c'est le seul qui a inventé, c'est Oulana Vomiuk, qui est incarné par Emily Watson.
Et je tiens vraiment à préciser que la série, elle est réaliste et objective et vraiment fidèle à ce qui a pu se passer, mais ils ont inventé ce personnage pour 2 raisons. D'une part, il y avait beaucoup de scientifiques qui s'occupaient de cette affaire et ils ont essayé de faire moins de personnages, de les rassembler en une entité. Et d'une autre part, ils ont rajouté une touche de féminité dans un monde qui était extrêmement masculin à l'époque. Mais malgré ça, la série elle reste réaliste, assez objective et très intéressante. Hein. Forcément, après j'ai été intriguée, j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé quelques articles et on voit qu'ils ont quand même eu le souci de bien faire. Donc en définitive, Tchernobyl, c'est très froid, c'est tristement beau, ça reste quand même accessible à voir. Hein. C'est un côté documentaire, mais en même temps c'est... Bon, c'est pas un documentaire, hein, ça reste une série de fiction qui est bien faite, qui est assez prenante. Mais on va pas se mentir, il y a des scènes qui sont dures émotionnellement et visuellement. J'ai 2 exemples en tête sans spoiler. C'est quand tu te rends compte qu'ils évacuent les gens, mais qu'ils vont devoir sacrifier, abattre tous les animaux domestiques. Donc, t'as les chiens domestiques, ils viennent voir, ils croient qu'on les tire de là, qu'on va leur donner à manger ou la papouille, et en fait ils les abattent. Et puis t'as une scène, t'as des scènes à l'hôpital où tu vois quel effet les radiations font sur le corps humain, et ça aussi c'est vraiment très percutant. Donc au risque de me répéter, c'est pas une série de divertissement, mais je trouve que c'est quand même important à voir, c'est très instructif et ça fait prendre des prises de conscience. Puis de l'aveu de beaucoup de gens, c'est la série de l'année en fait. Ah ouais, on l'a pas vu venir en fait. Beaucoup de gens l'ont dit, et pas que les... J'allais dire pas que les gens normaux en fait. Il y a tout du côté de la presse, du côté des critiques et tout le monde a l'air très très d'accord pour dire que c'est la plus grosse claque de l'année en termes de série, quoi. Aussi parce que c'est nouveau. Et encore une fois, HBO défonce des culs, quoi. Enfin... Non mais je suis désolé, mais HBO à chaque fois dès qu'ils sortent quelque chose, ça fait beaucoup de bruit, aussi bien dans le côté positif que négatif évidemment, mais non, ils ont une charte qualité qui est super élevée. Mais ce qui est triste, c'est que justement, comme le dit Flo, bon, moi j'ai pas encore vu cette série, elle est sur ma liste parce que c'est vrai que j'en ai entendu tellement de bien qu'il faut absolument que je la regarde. Ouais, Mais ce qui est triste en fait, c'est par contre j'ai vu les retombées qu'elle a eues sur les influenceurs et qui sont complètement passés à côté en fait du message de la série. Comme le dit Flo, la série est censée montrer la gravité d'un tel événement dans notre histoire. Et en fait, il y a eu un effet un peu Game of Thrones, c'est-à-dire que la série elle est sortie de nulle part d'un coup, elle a explosé. Et en fait, tous les influenceurs, du coup, j'ai vu des articles sur ça, sont partis sur les lieux pour faire leurs photos pour leur Instagram et tout, en mode c'est la nouvelle destination à la mode. Genre, ils ont complètement ruiné le message de la série, à tel point qu'il me semble que les créateurs de la série ont dit arrêtez de faire ça, la série, on l'a pas conçue cette série dans ce but-là en fait. Ouais. Et je trouve ça triste, tu vois, la débilité des gens qui, même avec ce genre de série, qui même si ça reste de la fiction, a quand même un côté historique et documentaire. Les gens, même avec une série comme ça qui joue sur la corde sensible, ne comprennent pas le message et se disent putain, je vais faire des likes pour mon Instagram parce que je suis allé à Tchernobyl et que c'est la série à la mode, tu vois. Tu as totalement raison, c'est quand même, ça reste à part. J'espère qu'ils vont pas faire des t-shirts et des mugs Tchernobyl, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, les gens, ils devraient faire la part des choses, quoi. Bah, c'est comme ce qui s'est passé plus ou moins avec... Enfin, petite parenthèse, mais c'est ce qui s'est passé plus ou moins avec la fameuse scène des escaliers dans le Joker, où tout le monde a été là-bas pour prendre sa photo. Ah, mais ça devient n'importe quoi. Enfin, c'est... Et là, du coup, j'ai... cette scène, je n'ai pas entendu parler de ça. En fait, il y a une scène dans le Joker où le personnage se libère totalement et devient vraiment lui-même. Et il va en descendant les escaliers, plus ou moins faire une espèce de danse. Ouais, une danse très bizarre, ouais. Et en fait, la scène est devenue iconique parce que c'est aussi l'affiche du film. Et beaucoup de gens ont été à cet endroit-là de Brooklyn, si je dis pas de conneries, pour se prendre en photo en ayant les mêmes poses, etc. Après, dans ce contexte-là. Après, vous savez, la... Oui, bien sûr, mais bon, c'est encore une fois une course pour au rester like, sur quoi. ce débat, ça date pas d'hier, hein, cette curiosité morbide. Il y a pas longtemps, j'ai vu... je regarde pas souvent des documentaires, il y a pas longtemps, j'ai regardé le documentaire Grégory sur Netflix. Ah oui. Et c'était... Bon, cette histoire m'a traumatisé, donc c'était assez dur à voir.
Et puis, dans le documentaire, tu vois que même dans les années 80, t'as des gens qui allaient prendre des photos de la tombe de Grégory et tout, quoi. Ah non, mais il y a C'est... des gens, ils ont. Franchement, je sais pas ce qui leur passe par la tête, mais. Bah, pas grand-chose. Ah ouais, non, Non, mais c'est c'est triste, la quoi, simple parce que. curiosité morbide, quoi. Ouais, mais enfin, on a tous, on va pas se mentir, on a tous un peu de curiosité morbide. Par exemple, c'est pour ça qu'on va aller se dire, tiens, je vais regarder le reportage sur le petit Grégory. Parce que j'imagine que les parents, ça les intéresse pas qu'on fasse un reportage sur la mort de leur gamin, tu vois. Hein, c'est certain. De là à aller prendre des photos en mode, ouais, je suis allé sur les lieux ou je sais pas quoi, moi je trouve que c'est ultra déplacé en fait. Bah, t'as qu'à voir le nombre d'émissions de faits divers, en fait, à la télévision. Ouais, Vous savez, Ah bah, c'est le... de toute façon, cet c'est le écran principe noir même là-bas de qu'on n'allume faits pas divers, souvent. ça. c'est ça, c'est la curiosité morbide à son part aussi. C'est comme tous ceux qui Après, vont je se me prendre en dis photo à que Auschwitz et tout, quoi. d'un côté, la popularité de cette affaire criminelle qui est toujours pas résolue, non seulement c'est ce qui a quelque part empêché que ce soit résolu, et en même temps ce qui relance l'affaire et qui donne peut-être de l'espoir aux parents qui se disent, l'enquête continue, peut-être qu'un jour on saura, mais bon, il y a de moins en moins d'espoir là. Bah, je pense qu'au au bout d'un moment. Mais enfin, c'est triste pour les parents parce que le fait que, d'un côté, oui, ça leur donne de l'espoir que l'affaire soit résolue, mais au bout d'un certain temps, ça les enferme surtout dans une tristesse qui prendra jamais fin, en fait. Déjà que quand tu perds un enfant, ça s'arrête jamais, mais là, le fait de voir que leur drame, en fait, devient carrément un divertissement pour certains, moi, ça me ferait mal au cœur, tu vois. Moi, Je je pourrais pense pas. vraiment qu'ils vivent un enfer depuis 1984, et surtout quand tu vois tous les rebondissements, toutes les choses dingues dans cette affaire, je pense vraiment qu'ils vivent un enfer depuis toujours, quoi. On peut parler du film de l'année pour qu'on aille mieux. Ouais, c'est vrai, après Tchernobyl et Grégory, il faut parler un petit peu là je sais pas, de Disney, de... Non, mais on a un truc en magasin avec l'ami Benji. C'est pas forcément gay, mais ça reste une expérience assez extraordinaire et qui pour nous a tout cassé cette année dans les cinémas de France et de Navarre. Oui, absolument. Et je vais me permettre de commencer, car on a Clément et moi le même film pour le film de l'année, donc on va essayer de faire une expérience à 4 mains pour essayer de vous présenter et de vous inciter à regarder ce film. Alors il va être question de Parasite, film réalisé par Bong Joon-ho, est sorti chez nous en 2019, en juin 2019 pour être précis. Alors pour commencer, il faut savoir que moi je suis extrêmement néophyte en matière de films asiatiques. Comme seul vrai classique, j'ai vu Battle Royale. Voilà, c'est vous dire mon niveau. Mais je suis conscient des pépites que l'on peut avoir dans le cinéma asiatique, et surtout j'ai très envie d'en découvrir plus, surtout avec ce Parasite qui lui est un film sud-coréen. Donc vous avez sans doute déjà entendu parler de ce film, ne serait-ce que grâce à sa Palme d'Or à Cannes cette année, ou simplement parce que vous connaissez le réalisateur, parce que Bong Joon-ho, c'est celui qui a réalisé Okja, qui a également fait polémique lors de sa sortie sur Netflix, car comme ce qu'on disait, c'est ça, comme ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est du vrai cinéma parce que ça sort sur Netflix ? Pour moi, oui. Un film reste un film. Dans ces cas-là, ça veut dire que tous les petits cinéastes qui font des courts-métrages ou autres, ce n'est pas du vrai cinéma. Puis ça veut dire que Bref. quand tu regardes un DVD, c'est pas du cinéma non plus, quoi, finalement. Non, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de vrai ou faux cinéma. C'est du cinéma, point barre. En plus, Okja, c'est bien. Regardez. Il faut que je regarde. Ou alors simplement avec ses autres films plus connus comme Memories of Murder, Mother ou encore Snowpiercer, qui a été un film qu'il a réalisé aux États-Unis. En plus, Snowpiercer, c'est bien. Regardez. C'est très très bien. Comme quoi, voilà, je dis Battle Royale, mais j'ai également vu Snowpiercer. Quoi qu'il en soit, moi je ne peux que vous conseiller Parasite. Clément, si tu veux enchaîner. Ouais. On peut enchaîner sur plein de trucs parce que déjà, ça a été un des très très rares cas, je pense, où il y a eu succès critique dithyrambique et succès populaire aussi. Oui. Disons qu'en France, le film il a fait 1 650 000 entrées. C'était pas arrivé depuis 15 ans pour une Palme d'Or, et encore la dernière Palme d'Or à avoir fait ça, c'était Fahrenheit 9/11, donc le documentaire sur les attentats du 11 septembre de Michael Moore. On revient un peu sur la curiosité morbide. Surtout, c'est un film coréen.
Donc c'est un film asiatique et jamais en France, un film coréen, en plus un film d'auteur coréen, avait passé la barre des 1 million d'entrées. C'était dingue. Et qui plus est, n'est sorti, en tout cas au début, qu'en VOST. Ouais, il est sorti sans VF, c'était tellement pas prévu au départ que le machin il a eu une VF que après coup. Et donc du coup tu vois ça, tu te dis mais alors comment ça se fait que ce film-là, film d'auteur coréen qui débarque comme ça, il arrive à rencontrer autant son public et autant de succès? Et ben en fait c'est parce que, et c'est pas moi seulement qui le dis, parce que de l'aveu de beaucoup c'est un film total. C'est vraiment un film qui va déjà mélanger tous les genres, pas tous mais beaucoup de genres, à commencer par les plus connus, le drame, la comédie, mais aussi il y a du thriller dans Parasite, il y a du drame social, il y a vraiment un film éminemment politique, et ça jongle avec les registres. Il y a même des moments qui viennent du film d'horreur, il y a des moments qui viennent même du film catastrophe, j'y reviendrai. Enfin vraiment, il y a un mélange de genres dans ce film qui est hallucinant et qui arrive à trouver sa cohérence. Et ce qui fait que malgré tout tu ne sors jamais du film et au contraire tu y es d'autant plus absorbé. Et en fait la cohérence du film pour moi, et je pense qu'on va en parler avec Benji, c'est que elle vient du message politique qui vraiment est diffusé dans tout le film, et tous les éléments du film j'ai l'impression sont au service de ce message politique qui est celui de la lutte des classes, en fait, la guerre invisible entre les riches et les pauvres. Et justement, le film va raconter l'histoire de deux familles, une pauvre et une riche, et il se trouve que petit à petit, la famille pauvre va entrer au service de la famille riche, et va en fait infiltrer leur monde et les parasiter. C'est de là d'où vient le titre Parasite. Et alors, tous ces personnages, ils sont tellement bien écrits, dans le sens où ils ont une fonction dans le récit, mais ils dépassent tous leur statut de personnage-fonction, pour devenir tous des personnages très humains, y compris les riches en fait, qui au départ sont montrés un peu comme le cliché du riche qui est hautain, qui est méprisant et qui va mal considérer le pauvre. C'est ça, qui peuvent se trouver très rapidement perturbés, même quand un truc ne va pas dans leur vie tranquille. Il suffit de voir comment la mère de famille, justement, a un sursaut quand son fils vient perturber l'entretien qu'elle a avec le fils de la famille pauvre. Ouais, ils ont tous quelque chose comme ça, mais ils dépassent leur cadre de fonction, parce que, vous le remarquerez quand vous verrez le film, car vous allez le voir, n'est-ce pas ? En fait, tous les personnages entre eux ont des relations. Dans tout le film, il y a toujours au moins une scène de dialogue entre deux personnages. Il y a souvent des duos qui se forment, et des dialogues entre les différents personnages, des face-à-face. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu as les deux mondes qui s'opposent, ou pas d'ailleurs, et les personnages évoluent en fonction de ça, et tous sont développés. Et on en parlait pendant tout cet épisode, l'intérêt des personnages crée beaucoup d'intérêt pour le spectateur, et là les personnages ils sont de très très grand intérêt, quoi. Et on a envie de savoir ce qui va leur arriver, d'autant que t'as des moments de tension, et ça on va en parler aussi, des moments de tension qui ne fonctionnent que parce que t'es très attaché au personnage et que tu veux savoir ce qui va leur arriver, parce que ça va partir en sucette au bout d'un moment, hein. Vous doutez bien que c'est une histoire d'imposture, c'est une histoire d'usurpation, et à un moment ça va partir en sucette. C'est justement grâce à ces moments de tension qui deviennent tout de même réalistes. En fait, on n'est jamais dans l'abus, on est toujours dans quelque chose de très plausible, de très réaliste, et qui peut faire froid dans le dos, en fait. Je pense notamment à un moment où la famille pauvre que l'on suit donc depuis le début, car ce sont vraiment eux les protagonistes de cette histoire, ils vont être obligés de se cacher au cœur de la maison, cette fameuse maison de riches, pour X raisons. J'en dirai pas plus. Ouais, là, faut pas trop spoiler, parce que c'est vraiment relié à un élément clé de l'intrigue. C'est exactement ça. Mais alors, c'est vrai qu'il y a une tension là, ça te colle au siège, quoi. Ah, mais voilà, et littéralement, on en enfin, moi, je sais que mon expérience de cinéma a été que pendant ce moment-là, je transpirais tellement j'étais dans le film, quoi. Mais à tel point, tu vois que suite à cette séquence, il y a le seul petit point noir que j'ai par rapport au film, mais qui bizarrement n'a été partagé par personne avec qui j'en ai parlé, donc c'est peut-être moi. C'est qu'en fait, ce moment-là est tellement incroyable
et en fait il débouche sur le dernier acte du film. Et en fait j'ai eu du mal à re-rentrer dans un acte suivant, dans un nouvel acte du film qui est beaucoup plus calme, et du coup il y a un changement de rythme assez violent. Et en fait j'ai eu du mal à ce moment-là, et quitte à trouver la fin du film en fait un peu longuette par rapport à je vois ce que tu veux dire. au précédent. Mais je pense que c'est surtout un changement de rythme assez brutal qui moi m'a un peu fait sortir du truc. Après c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas habitué justement à ce cinéma asiatique qui, pour tout te dire, qui a d'autres codes. J'ai vu quand même pas mal de films coréens surtout. D'accord. Et moi j'adore, j'adore le cinéma coréen parce qu'il a ce souci en fait de l'image, je trouve. Déjà au niveau vraiment du grain de l'image, c'est toujours mais immaculé, et au niveau des cadres, c'est toujours mais millimétré du cul, c'est incroyable. Vraiment là je lâche tout parce que à chaque fois je mate un film coréen, j'ai vraiment ce souci du cadre qui me saute aux yeux, et non seulement donc géométriquement, mais aussi au niveau du sens. Et je parlais tout à l'heure des influences un peu de films catastrophes dans Parasite. Il y a un moment, pareil, je spoil pas trop, mais pour vous donner une idée, il y a un moment où il y a une pluie diluvienne et où il y a des inondations. Et vraiment, ces scènes-là pendant les inondations, moi, elles m'ont fait penser à un film catastrophe avec des gens qui sont en panique, ça court dans les rues, et au final, toute cette séquence-là, avec des plans vraiment pour montrer la montée des eaux, non seulement c'est très beau visuellement, mais en plus ça sert le message derrière, c'est-à-dire ça fait écho au moment du film où les personnages principaux sont un peu dans la mouise, et ça remontre ensuite l'opposition entre pauvres et riches, parce que tu as les pauvres qui du coup sont entassés dans un gymnase parce que tout leur quartier, toutes leurs maisons sont inondées, alors que les riches ils sont dans leur grande demeure en hauteur et ils sont protégés de ça. Enfin, j'ai l'impression que dans ce film tout a du sens, et à la fois tout est cohérent et tout est hyper bien agencé. Enfin, rien n'est mis au hasard. C'est ça, il n'y a rien au hasard, et c'est ça qui le rend aussi impressionnant, je pense. Tout est absolument maîtrisé en fait de A à Z. Et même si on analyse beaucoup, je pense que tous ceux qui n'analysent pas forcément le film ressentent ça d'une certaine façon, et c'est ce qui a fait que le film a vraiment trouvé son public, alors que rien ne le destinait à ça, quoi. C'est ça, surtout pas chez nous en fait. Surtout pas chez nous. On n'a pas l'habitude en fait. C'est ça, et je pense que c'est ce genre de moment où on n'a pas l'habitude, où on se prend une grande claque derrière la tête, quoi. Et je sais que moi j'en suis sorti, je me suis dit que j'avais vu un très très grand film. Ah, ça c'est vraiment clair. C'est très, donc très voilà, clair. pour nous, ça a été vraiment le film de l'année, qui brille par son excellence, par sa musique, par ses cadres, par absolument tout. Il n'y a rien qui lui fait défaut. Absolument rien. Il fait tout bien en fait. C'est ça qui est le plus impressionnant, c'est que c'est un film tel qu'on vous l'a décrit, on sent vraiment le drame social. Mais alors il y a des moments de comédie qui sont mais à se pisser dessus. Et en parlant de pisser... Et dont une scène d'anthologie, mais vraiment, enfin, je me dis, j'ai vu ça, mais c'est un film, il a la Palme d'Or à Cannes, il y a une scène d'anthologie où enfin, il y a du pipi dedans, je ne vous dis rien de plus. Au ralenti. Il y a un pipi en slow motion, mais c'est merveilleux. De toute façon, pipi caca, ça fait toujours rire. Hein. Non, mais c'est surtout, ça marche tu vois, toujours. dans un film comme ça, encensé par la critique, mais c'est surtout, pareil, cette scène du pipi en slow motion a un sens. Elle a un sens incroyable. Et enfin, réussir à faire ça, pour moi, c'est inespéré, quoi. Après, vous avez raison, le film il est un peu sorti de nulle part. Moi, un beau jour, sur les réseaux, j'ai vu Parasite marqué partout. Je me suis dit, mais pourquoi il me parle du manga, là? Parce que... Oui, je sais pas si vous connaissez ce manga, d'ailleurs, je le recommande. Excellentissime. Et bon, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais ouais, bon, les circonstances font que je l'ai pas vu, mais bon, il est vraiment sur ma liste. Hein. Ah, mais il le faut. Et il sort, d'ailleurs, c'est assez amusant qu'on enregistre ce podcast le 1er décembre, car il est sorti ce week-end sur les plateformes de VOD, et il sort en Blu-ray, il me semble, cette semaine. Donc dans une première version, parce que ça a été distribué chez nous par Joker Film, et ils savent très bien à quel point le film est attendu en version physique.
Et donc, ils veulent bien faire les choses. Ils sortent une première fois ce mois-ci le film pour qu'il soit disponible à tous, et il va ressortir en fin février dans une édition collector où justement ils sont allés en Corée pour faire des interviews de Bong Joon-ho et de l'équipe d'acteurs pour avoir des bonus super intéressants au cœur du film. Nice. Ah, c'est Donc bien, ça. Joker, c'est pareil, un petit coucou à vous. Joker Films, vous êtes cool. C'est vraiment bien de faire de distribuer ce genre de film. Merci à vous. Et écoutez, je pense que on est plutôt pas trop mal pour fêter le côté un peu Noël. Moi, je vais vous inviter également à proposer quelques petites œuvres bonus, pourquoi pas, où on va être beaucoup plus concis dans nos recommandations. Un petit tour de chauffe c'est ça, pour la fin. Pour terminer en beauté cet épisode sur nos œuvres de l'année 2019. Mathieu, si tu veux nous toucher les deux mots. Bah écoute, du coup moi je vais parler musique un petit peu parce que c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé dans cet épisode. Donc bah je vais citer, allez je vais citer, trois albums très rapidement, les trois albums qui m'ont marqué cette année. Donc le premier, bon parce que je suis un grand fan de Lana Del Rey, donc ça va être Norman fucking Rockwell, c'est son cinquième album que j'ai vraiment adoré. C'est comme d'hab avec Lana Del Rey, ça reste dans son style, mais en même temps ça reste un album très différent de tout ce qu'elle a sorti auparavant. Donc cette manière de se renouveler sans se renouveler, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez elle. Et pour ceux qui aiment cet univers, donc je peux que le recommander. Deuxième album qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est donc le retour de Nekfeu avec Les Étoiles Vagabondes. Donc un album qui est vraiment à la sortie de nulle part, et puis en plus le mec il débarque, il nous sort d'abord un album avec une vingtaine de titres, puis à peine un mois plus tard finalement allez hop je vous en rajoute 10, donc il y a 34 chansons je crois. Et c'est pareil, un album qui autant j'avais aimé ces deux albums précédents, mais celui-là je trouve qu'il prend une dimension clairement différente. On est un peu moins dans le rap comment dire, c'est, je sais même pas comment Il est le plus dire. personnel. Voilà, c'est vraiment un rap plus personnel, plus posé, avec sur ses albums précédents, il y avait déjà des textes très profonds, mais là, il y a vraiment une dimension encore plus profonde avec des textes qui sont vraiment touchants, qui sont vraiment agréables à écouter et qui bénéficient en plus d'une production incroyable pour certains titres. Il y a des titres comme Takotsubo ou Dans l'univers, ce genre de titres que j'aime vraiment beaucoup. Ce qui me fait penser, il a sorti d'ailleurs un documentaire sur Netflix. Oui, sur la création de cet album, Les C'est Étoiles ça, ouais. Vagabondes. Moi, je sais que c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais ma compagne a regardé le documentaire quand j'étais avec elle, et malgré tout, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Exactement, ouais, parce que ça montre justement dans les conditions dans lesquelles il a créé cet album, qui est un album qu'il a eu du mal à créer, mine de rien, comme il Oui, l'explique dans le documentaire. Et ouais, quand on tout voit à le fait. résultat, on sent que vraiment, même s'il a eu du mal à le créer, bah, il a tenu jusqu'au bout et il a sorti un album. En général, moi, j'aime pas les albums qui sont trop longs parce que les titres, il y en a la moitié, finalement, on se dit ils servent à rien. Et là, dans cet album, sur les 34 titres qu'il y a, vraiment, on sent qu'ils sont tous à leur place, en fait. C'est vraiment un album très complet, et donc ceux qui aiment un peu le rap, mais pas forcément le rap à la Jul et compagnie, hein, ça n'a rien à voir. Je vous conseille vraiment cet album. Et enfin, dernier album, bah, forcément ce sera l'album de Madonna, Madame X, qui, bon alors moi j'ai plutôt aimé ces derniers albums, même si au niveau de la critique ils n'ont pas été très très appréciés, mais là clairement ceux qui aiment la pop et ceux qui aiment la Madonna qui a toujours été avant-gardiste et créative, cet album il faut vraiment l'écouter parce que c'est son meilleur album depuis 2006, tout simplement, depuis Confessions on the Dance Floor. On retrouve vraiment la vibe artistique de Madonna où elle cherche pas à faire dans les tendances comme sur ses derniers albums. Elle a vraiment été chercher des sonorités latines, portugaises pour faire son propre album, un truc vraiment qu'on n'entendra pas ailleurs. Et le résultat est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, moi ça a été mes trois albums de cette année. Et voilà, comme ça fait une petite touche de musique pour ce podcast, puisque bon, nous on parle pop culture et c'est bien de ne pas mettre la musique de côté aussi. C'est Je cool. suis absolument d'accord. Merci. Voilà, Clément, donc c'est bon.
Clément, je t'écoute, Ouais. du coup. Enfin, Moi, j'avais nous très t'écoutons. envie très vite de parler d'une autre série, mais qui n'a pas eu trop la place dans les séries de l'année. Cette série, c'est Love, Death, Robots. Alors en fait, c'est là où c'est très très important d'en parler, c'est qu'elle va à contre-courant de cette tendance qu'on a avec les séries très feuilletonnantes. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la consommation qu'on a des séries, c'est beaucoup des séries fleuves, où on a 4, 5, 6, 7, voire plus de saisons. Et là, en fait, on prend complètement le contre-pied parce que cette série, il y a 18 épisodes. Et en fait, ces 18 épisodes sont 18 courts-métrages d'animation, fantastique ou science-fiction, qui sont tous réalisés par des équipes différentes. Donc en fait, les épisodes n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je pense que c'est là la force de toute cette proposition qui nous est faite, c'est que t'as 18 épisodes et t'as 18 univers. Vraiment, t'as vraiment 18 visions différentes. Les courts-métrages, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est le thème central qui est science-fiction ou fantastique. Et t'as 18 ambiances à part entière, t'as 18 styles d'animation, 18 graphismes, 18 messages. Et en fait, j'ai trouvé que cette série, en fait, qui est produite un peu par David Fincher aussi, donc quand on connaît le grand bonhomme, on s'étonne pas de la qualité du truc. C'est ça. Et en fait, cette série, pour moi, c'est une espèce d'ode à la créativité. Moi, quand j'ai regardé ça, je me suis vraiment dit, putain, mais le monde est blindé de talent, en fait. Et ça m'a fait tellement de bien de me dire, putain, c'est incroyable les trésors qu'on peut aller chercher. Tu sens qu'il y a aussi plusieurs pays différents, en fait. T'as des choses asiatiques, des choses européennes, des choses sud-américaines aussi. Il y a un épisode, par exemple, qui est fait par une équipe au nom hispanique. Alors peut-être que c'est des Espagnols, je sais pas. Mais enfin, t'as vraiment plusieurs cultures qui se mélangent et enfin c'était incroyable. Enfin, tous les épisodes, ils sont marquants. Enfin, je me rappelle de tous. C'était vraiment une bombe atomique cette série et j'espère qu'il y aura une saison 2. Apparemment, elle est en préparation. Oui, elle est en Donc production. voilà, ça c'était vraiment, je voulais en parler rapidement, mais c'est incroyable et foncé quoi. Ok, Flo. Alors, je vais parler d'un film, parce que bon, j'ai quand même déjà mentionné 2 séries. Alors, c'est vrai que je trouve que de plus en plus, en tout cas, moi, ça m'arrive, quand je vais au cinéma, bah tu sors, tu dis bah ouais. Et puis là, ben, quand je suis sortie du Joker, j'étais toujours vachement happée par l'histoire et surtout perturbée par ce qui se passait. Je vais pas dire que j'ai été émerveillée par le film et qu'il est parfait, je dis juste qu'il m'a perturbée. Et ça, c'est assez puissant pour le souligner. Et il faut savoir que j'avais zéro attente pour des films de super-héros, en particulier d'ici. Je suis pas du tout fan de ce qui se fait dernièrement. Et donc là, on a une nouvelle origin story du Joker qui est un petit peu inspirée de Killing Joke et qui vaut surtout le détour, on va pas se mentir, pour Joaquin Phoenix qui offre une prestation assez incroyable, qui te met vraiment mal à l'aise. Par exemple, quand il rigole, tu sais pas s'il est en pleine souffrance ou s'il rigole pour de vrai. Et une fois n'est pas coutume, le film a fait polémique. Je trouve que il y a ce problème du cinéma que on prend les méchants pour des héros et tout ça. Mais là, en fait, c'est un contresens dans ce film. Pour moi, dans ce film, il met mal à l'aise. On peut y prouver un peu de compassion parfois, mais tu le sens vraiment que c'est une descente aux enfers. Il te met juste mal à l'aise, le gars. Et c'est un agent du chaos. Il répète plusieurs fois qu'il a aucune conviction politique. Et c'est vraiment un thriller psychologique en fait, ça a vraiment plus rien du super-héros, il n'y a pas Batman dans l'histoire. Et je pense que si ça m'a beaucoup plu, c'est parce que c'est inspiré de tout l'univers de Martin Scorsese. Et moi je suis fan de Martin Scorsese, et il a beaucoup été comparé à Taxi Driver, je pense pour le côté névrose et puis descente aux enfers. Mais pour moi c'est vraiment un héritier de la valse des pantins, où d'ailleurs il y avait déjà Robert De Niro, mais plutôt dans le rôle d'Arthur Fleck, quoi. Donc je vais pas en dire plus, mais vraiment c'est le film qui m'a marqué cette année. D'accord, donc on est quand même sur trois géants de films différents, malgré tout. Et pour ma part, étant donné que j'ai fait la part belle au film, il est temps de parler de série, et d'une série qui vient tout juste de débuter, et ce sera sur The Mandalorian que je tiens à conclure cet épisode. J'ai toujours rêvé de voir l'univers Star Wars décliné en série télé,
déjà pour profiter d'une histoire sur la longueur, plutôt que sur un film de 2 heures, 2 heures et demie, hein, vous comprenez bien, et surtout pour pouvoir voir cet univers étendu, si grand qu'on se doute qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ce qu'a toujours voulu Lucas en créant Star Wars, hein, d'avoir une série sur son univers. Bien sûr, c'est là que Disney rentre en cause, en plus de nous proposer des films qui sortent tous les ans et de promouvoir pour promouvoir sa nouvelle plateforme de VOD, ils vont sortir une série sur un personnage, Mandalorian, qui n'a rien à voir avec la saga des Skywalkers, et justement ça donne un vent de fraîcheur pour Star Wars, parce que bon, il faut savoir que le risque était déjà immense, ne serait-ce que de voir à quel point les vrais fans de Star Wars sont en froid avec cette nouvelle trilogie de films qui arrive, qui d'ailleurs se voit être conclue dans les jours à venir, au moment de l'enregistrement de ce podcast. Et non, Disney sort une nouvelle série, et ils osent sortir The Mandalorian, du coup. Donc on va, dans ce premier épisode, et je vais surtout parler que du pilote, pour vous inciter à aller regarder cette série, on suit un Mandalorien dont on ne connaît absolument rien, à tel point qu'on ne connaît même pas son visage. Mais c'est là tout l'intérêt des Mandaloriens, c'est qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. Très vite, on va se rendre compte que c'est un chasseur de primes, et que l'histoire de cette série se déroule entre l'épisode 6 et 7, car il parle de la chute d'un empire, donc l'empire de l'épisode 4, 5, 6, et l'avènement d'un nouvel ordre, donc des épisodes 7, 8 et 9. En tant que bon chasseur de primes, et je vais pas faire la blague du bon et du mauvais chasseur, il a des règles qui lui sont propres et qui l'obligent à suivre pour réussir à bien ses missions. Et comme on en parlait déjà dans les séries précédemment citées, on va terminer cet épisode avec un espèce de cliffhanger qui remettra en cause toute sa façon de penser, et donc qui le rendra encore plus attachant et plus intéressant à suivre, car sa façon de penser en tant que chasseur de primes changera totalement de tout au tout. Il faut savoir que la série aussi est réalisée par Jon Favreau, qui si comme Clément, vous savez qui c'est. Ce n'est d'autre que celui qui a lancé le MCU avec la réalisation d'Iron Man, et qui récemment d'ailleurs fricote avec Tante May dans la dernière adaptation de Spider-Man au cinéma. Voilà qui est Jon Favreau. Donc autant vous dire que moi ça me donne énormément d'espoir pour la suite de la série. On a un réalisateur qui est très très bon, qui sait très bien très bien écrire des histoires, et donc qui est loin d'une histoire manichéenne qu'on aurait pu avoir avec Disney. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller The Mandalorian, surtout si la série s'ouvre aux sagas cinématographiques, comme ils veulent faire Disney avec le MCU. Si la série porte écho aux prochaines sagas cinématographiques Star Wars, on risque d'avoir quelque chose de vraiment énorme. Ça n'augure que du bon. C'est ça. Eh bien écoutez, c'est sur ces petites recommandations bonus qu'on va pouvoir définitivement se laisser pour ces œuvres de l'année 2019. Merci de nous avoir écoutés durant ces 2 épisodes qui se font suite, donc un épisode 3, 3,5 ou 3 et 4, on verra comment on coupera ça. Et c'est sur ces belles paroles qu'on vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes, et on se retrouve en janvier pour un 4e / un 5e épisode de Pod Culture. Mais oui. Eh ben oui. Tout simplement, les amis. Joyeux Noël, bonne année. Joyeux Noël bonne fête à vous et à Et l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Ah, c'était beau, ça, c'était beau. Allez, ciao. Bisous.